chez les personnes qui ont de la dépression, qu'est-ce qui fait quels vont être les marqueurs au niveau du cerveau? Qu'est-ce qui va montrer que la personne va décliner? Comment, à partir de ces informations-là, on pouvait déterminer les personnes qui vont décliner plus rapidement sur le plan cognitif dans l'une ou l'autre des maladies? On peut être souvent enclin à se dire que les autres ont fait plein de choses parce qu'ils sont meilleurs. Les choses extraordinaires ou les très bonnes choses auxquelles on pourrait aspirer, c'est davantage pour les autres. On n'a même pas l'équivalent d'un salaire. Les gens travaillent, il y a une part de leur travail qui sert à financer des hôpitaux, et les gens devraient en plus payer du libéral qui est cher. Bienvenue à mon podcast Tajrabti. Ça fait vraiment plaisir de t'accueillir aujourd'hui, Lucas. Plaisir partagé. Merci à toi pour l'invitation. Ça fait plaisir. Qu'est-ce que j'ai fait? Déjà, pour placer un peu de contexte, moi, je suis à Montréal depuis 2019. Ok. Je suis arrivé ici dans le cadre d'un doctorat en sciences biomédicales que j'ai fait jusqu'en 2023 Ok. sur la maladie d'Alzheimer essentiellement. On pourra y revenir, j'imagine. Après, j'ai enchaîné 2 post-doctorats. Le premier en psychiatrie sur 2023-2024 où je travaillais sur le premier épisode psychotique, notamment en neuroimagerie et en neuropsychologie. Et après, faute de financement, j'ai dû re-switcher de post-doctorat où je suis revenu en gériatrie sur les maladies neurodégénératives, où mon superviseur actuel m'avait proposé un postdoc de 2 ans, Nice. dans le cadre duquel j'ai pu avoir mes propres financements. Donc, ce sera plus que 2 ans, mais voilà, Ok. du coup, me revoilà plutôt sur maladie de Parkinson cette fois. Oh. Ah oui? Je ne savais pas. On travaille sur la même population alors. Ah, t'as switché Parkinson aussi? Oui, là, je suis je en me train de... souvenais pas. Bon, on s'échangera Ok. nos banques de participants alors. Oui, ça serait intéressant de collaborer, peut-être dans une future étude. Ok. Why not? Mais ouais, voilà pour le côté études en tout cas. Pour remonter un peu plus loin, initialement, moi je suis neuropsy. J'ai fait le parcours pour être psychologue en France, donc une licence qui est l'équivalent d'un baccalauréat ici, et une maîtrise avec des stages cliniques et un mémoire de recherche qui mène à ce qui fait en France le titre de psychologue. J'ai pu travailler à l'hôpital essentiellement en consultation mémoire et service de neurologie en tant que neuropsy avant d'arriver ici. Et voilà, je ne rentre pas trop dans le détail, on y reviendra si besoin, mais dans les grandes lignes, c'est ça. Et voilà. Comme, par exemple, là, tu as fait tout ça. Est-ce que tu veux vraiment pratiquer en tant que psychologue un jour, que ce soit ici ou en France ou pas? Quand je rentrerai en Europe, très certainement, je repratiquerai. Ok. Ça fait partie des objectifs. Là, c'est juste que mon temps étant limité ici et n'ayant pas l'équivalence du titre de psychologue, c'est pas en projet. Et particulièrement le temps que ça prend d'obtenir une équivalence, l'argent que ça coûte et le fait que je sois déjà à temps plein. De toute façon, j'ai pas le temps de pratiquer. Donc, Ouais. même si j'avais l'équivalence, j'aurais pas le temps d'en faire. Donc, finalement, j'ai abandonné cette idée. C'est vrai. Ça me rappelle aussi un peu ma situation avec la physiothérapie. Oui, Donc, ça exact. prend beaucoup de temps, beaucoup d'argent pour faire l'équivalence. Ouais. Et après, on n'a pas vraiment le temps pour pratiquer non plus avec tout ce qu'on fait Non, c'est en ça, on est recherche. déjà bien occupé. C'est ça. Donc, c'est quoi tes plans, plus ou moins, là, d'après ce que tu as fait? Idéalement, je dis bien idéalement parce que ça va pas être simple, l'idée c'est de trouver un poste de prof, un poste d'enseignant-chercheur en Europe. L'idée étant de viser 3 pays, la Suisse, la Belgique ou la France, C'est un bon plan. dépendamment des disponibilités. Euh, L'idée première, c'est de trouver un poste qui me permette de me rapprocher de la famille. C'est pour ça que Suisse et Belgique, c'est bien aussi parce que c'est pas très loin. Luxembourg aussi. Luxembourg, je connais moins. Je connais beaucoup moins. Mais je te dis que c'est vraiment impressionnant. Je me rappelle quand j'étais en master en France, on nous a emmenés pour voir les équipements de recherche. Ouais. Il y avait un centre de recherche. C'est comme notre centre ici, avec donc un côté où les participants, où les résidents, ils sont là, disponibles. C'est vraiment impressionnant. Ils ont tout ce qu'il faut, les plus récentes technologies, Ah tout ouais. ce qu'il faut vraiment. Peut-être
comme à rajouter dans ta petite liste. Ouais, pourquoi pas. Mm. Faudra que je demande à une amie doctorante qui avait fait un séjour de recherche là-bas l'année dernière Ok. et qui a un papier en cours avec une équipe de là-bas, à savoir si elle a entendu parler de certaines équipes qui travaillent dans le Parkinson ou dans la douleur chronique, parce que là, je fais les deux. Je travaille sur la douleur chronique dans la maladie de Parkinson. Intéressant. Et du coup, voilà, les deux pourraient être envisagés. Je vais chercher de manière assez large, disons. Mm. Je vais pas me restreindre à un type de champ de recherche. Je vais même pas me restreindre juste à la maladie de Parkinson. S'il faut retravailler sur la maladie d'Alzheimer, je pourrais le faire, ça me pose aucun problème, parce que ça fait partie des champs qui m'intéressent encore beaucoup. Puis si ça devait être une autre maladie neurologique, ça me gêne pas non plus. Parce que je sais que quand on commence, enfin en tout cas de ce que j'ai compris, quand on commence un poste d'enseignant-chercheur, on va avoir une première thématique de recherche assez restreinte, définie, et une fois que les premiers travaux seront sortis et réalisés, après on peut se permettre de dévier un peu, ou en tout cas d'aborder plusieurs thématiques de recherche au sein d'un même laboratoire, et de dévier un peu de la ligne directrice principale qu'on s'est donnée. Donc ça me gênerait pas de débuter avec autre chose que ce que je fais maintenant. C'est pas une obligation. Ouais. Intéressant, vraiment. Donc, à long terme, tu te vois plus en Europe en tant que Ouais. prof. Ouais. Et c'est quoi comme... par exemple, c'est quoi les avantages d'après toi? Pourquoi? Par exemple, donc là, plus ou moins, tu décides à continuer en académie. Ouais. Ce qui est une minorité des personnes qui font un doctorat, qui continuent en académie. Mhm. Donc, qu'est-ce que tu en penses des perspectives après un doctorat? Ça dépend sous quel angle on voit la chose. Si je le prends juste à titre personnel, moi, cette continuité, c'est ce qui me permet de merger plusieurs composantes, plusieurs pratiques et expériences auxquelles je tiens, à savoir pouvoir conserver une activité clinique, enfin reprendre une activité clinique et la conserver à temps très partiel, et pouvoir avoir un mix de travaux de recherche avec de l'enseignement. Parce que ce qui fait que ce qui m'a fait me lancer dans la recherche comme ça, c'est la perspective d'enseignement universitaire. La recherche en elle-même, un poste de chercheur à 100%, ça m'intéresse moins. C'est vraiment le mix enseignement et recherche qui m'intéresse le plus. Et dans la perspective d'enseignement, dans la mesure où je veux enseigner des disciplines cliniques et non pas des disciplines fondamentales, plutôt, enfin très axées sciences expérimentales, ça m'intéresse moins. Je pars du principe que pour enseigner la clinique, c'est idéal d'avoir une pratique clinique, parce que enseigner des connaissances sur des pathologies et des prises en charge de pathologies sans les pratiquer soi-même, ça limite grandement. On peut le faire, mais souvent je trouvais que quand on était étudiant, on arrivait quand même à faire la différence entre les profs de neuropsy qui font de la neuropsycho et les profs de neuropsy qui ne font pas de neuropsycho. C'est ça. Ça n'empêche pas que c'était de très bons pédagogues, leurs cours étaient très intéressants, mais ça se sentait qu'ils ne faisaient pas de clinique. Mhm. Parfois, pas toujours, mais parfois. Du coup, je tiens à cet aspect-là, et puis il y a tout un côté enrichissant qu'on n'a pas avec la recherche, parce que les échanges que l'on peut avoir lors d'entretiens cliniques, c'est pas du tout la même nature que les quelques échanges qu'on peut avoir dans un protocole de recherche où les choses sont très standardisées, et les personnes se sentent souvent moins libres de nous donner des informations qui ne sont pas demandées dans le cadre de la recherche. Alors que dans un cadre clinique, c'est là où on va davantage voir émerger des choses que peut-être les personnes n'ont jamais abordées avec personne d'autre. J'ai pas pratiqué beaucoup, mais ça m'est arrivé quand même un certain nombre de fois où les personnes se sentaient suffisamment en confiance pour me dire j'ai jamais parlé de ce problème-là à qui que ce soit, mais je vous le dis à vous parce que je sens que je peux avoir confiance. Et puis là, les personnes se dévoilaient sur des choses qu'elles avaient en elles depuis très longtemps et qui n'avaient jamais été abordées parce qu'elles ne se sentaient pas de le faire. Et ça, dans le cadre de la recherche, je doute que ça arrive régulièrement. C'est un autre sujet. Sur un plan plutôt, là c'était plutôt le versant personnel qui m'amène à ça.
Il y a aussi un versant un peu plus, je vais dire conviction politique et sociétale, dans le sens où je comprends les camarades et les collègues qui veulent plus s'orienter vers le privé, vers l'industrie, etc., parce que les conditions seraient meilleures, les conditions salariales, les conditions de travail, etc. Euh, J'entends tout à fait, mais moi, ce qui me gêne avec cette approche-là, c'est que au sein de différents pays, on le voit très bien en France, ce qui a fait aussi, enfin ce qui a contribué au fait que les services publics soient moins bien lotis qu'auparavant, c'est qu'une part de l'argent a mergé justement vers le privé, l'entrepreneuriat, l'industriel, et c'est quelque chose que je ne veux pas encourager. Autant je sais que ça résoudra pas le problème parce que nos politiciens ont des perspectives très souvent néolibérales et ils s'en cachent pas. Ou alors ils vont parfois essayer de masquer la chose en disant ben c'est en aidant les entreprises qu'on aura de l'emploi et que les personnes auront peut-être plus de pouvoir d'achat ou je sais pas. Mais la, la rhétorique de dire on retire de l'argent au service public pour sauver le service public, il y a peut-être des gens qui y croient, mais moi non, mathématiquement c'est un non-sens. Ouais, j'ai jamais eu envie et j'ai pas envie de pousser dans le sens de la libéralisation. Même sur un plan clinique, le jour où je reprends une pratique clinique, j'irai à l'hôpital. À l'hôpital, ou en tout cas dans une structure publique. C'est hors de question pour moi de me mettre en libéral dans un cabinet privé. Euh, J'estime que les gens payent des impôts, c'est pour avoir des services et que ces services-là soient gratuits puisqu'ils sont déjà payés par les gens. Je trouve ça, j'allais dire hypocrite, mais je ne sais pas si c'est le terme, de se dire les gens payent, les gens travaillent, il y a une part de leur travail qui sert à financer des hôpitaux, et les gens devraient en plus payer du libéral qui est cher et qui souvent ne rapporte même pas tant aux praticiens qui sont dedans. Puisque une fois que les praticiens ont payé le loyer de leur cabinet, que les cotisations aux entreprises sont passées par là, plus les impôts, ben, il y a beaucoup de collègues à qui il ne reste pas grand-chose. Alors non seulement les gens payent cher, et puis il y a beaucoup de collègues qui n'ont pas beaucoup de retour sur investissement. Donc non, je n'ai pas envie d'aller dans ce sens-là. Alors après, il y en a qui pourront dire oui, mais de toute façon, le public n'embauche pas beaucoup, il y a des listes d'attente très longues, etc. Oui, mais là, le problème, il est ailleurs, c'est moins de notre ressort. Bref. Quand tu dis que les conditions en privé sont meilleures, dans quel sens c'est meilleur? Euh, J'ai pas beaucoup de connaissances là-dessus parce que je me suis pas beaucoup intéressé, mais deux choses que j'ai pu entendre, c'est au niveau de l'organisation des équipes. En fait, il semble que dans des structures privées, les investissements font que le personnel peut être davantage suffisant par rapport à un service public. Et ce qui fait que l'organisation, la gestion d'une équipe est meilleure, c'est mieux structuré, il y a moins d'aléas, moins d'imprévus, ou les imprévus sont plus faciles à gérer. Les salaires seraient plus élevés. Euh, Par exemple, en France, on a des conventions salariales non fonction publique qui sont plus élevées, qui permettent des salaires plus élevés. Euh, Quelque chose que je n'ai jamais vu dans une structure publique, c'est le paiement des heures supplémentaires. Ça, dans le privé, bah, si la structure a l'argent et que c'est entendu comme ça peut se faire, mais c'est un truc que j'ai jamais vu dans le public. Ce qui est un peu, ce qui fait partie des choses qui peuvent rebuter du service public, c'est que d'un côté, on nous, on nous incite à ne pas compter les heures travaillées parce que on pratique, voilà, on a un certain niveau d'études, on a un certain niveau de connaissances et on est censé avoir conscience de mettre les pieds dans un métier dans lequel on ne doit pas compter les heures. Le problème, c'est que cette phrase-là, ne comptez pas vos heures, pour les institutions, elle ne marche que dans un sens. Parce que les institutions
autant une personne qui va dépasser, je sais pas moi, une personne qui va faire 2 heures supplémentaires par jour, l'institution s'en fout, à la limite, c'est du travail gratuit, donc ça lui convient. Par contre, une personne qui va, je sais pas moi, qui va faire 1 heure de moins que ce qu'elle est censée faire à un moment donné, parce que, je sais pas moi, elle a été efficace, elle a fini son travail plus tôt, etc. Là, par contre, l'institution, elle va avoir un regard dessus en disant non, 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 ton contrat, c'est 40 heures, c'est pas 39. Ouais. Et ça, c'est un truc qui est très agaçant et contre lequel il faut pas se taire. Après, il y a des services qui peuvent être très arrangeants. J'ai souvenir du premier service dans lequel j'ai travaillé où c'était entendu entre collègues. Ça passait pas par l'administration, mais c'était entendu entre collègues où on se disait, ben, s'il y a un après-midi où tu as, je sais pas moi, tu as un protocole de recherche qui n'était pas prévu, tu as une consultation qui n'était pas prévue, ou tu travailles à un moment où tu n'es pas censé travailler, et ben tu nous préviens d'une autre demi-journée où tu veux récupérer ce temps-là. Puis voilà, puis on s'arrangeait comme ça entre nous. S'il fallait passer par l'administration qui est rigoureusement censée appliquer les règles qu'on leur dicte, ben, ce serait plus compliqué et dans certains cas, ce serait pas accepté. En tout cas, la récupération du temps de travail qu'on n'était pas censé faire, on y a droit, mais dans une certaine proportion. Intéressant, vraiment. Et ouais, bah, ça me rappelle, dans cette même structure, ça me rappelle un épisode je crois que c'était les ressources humaines qui voulaient imposer aux psychologues, entre autres, de pointer, d'avoir un badge et de pointer à l'arrivée pour s'assurer des heures d'arrivée et de départ des personnes et pour s'assurer que les personnes ne finissent pas plus tôt. Euh, Ça n'avait pas été fait parce qu'il me semble que le collège des psys avait dit un grand non à ça. Parce que s'ils veulent. En fait, l'idée, c'était de dire que s'ils veulent contrôler qu'on fasse bien nos heures, enfin, s'ils veulent s'assurer qu'on ne fasse pas moins d'heures que ce qu'on est censé faire, qu'ils soient aussi regardants sur les heures qu'on fait et qu'on n'est pas censé faire. Sauf que ça, les ressources humaines, c'est hors de question. Donc. Si on veut être strict dans un sens, il faut que ça le soit dans les deux sens. Ouais. Mais jamais les ressources. Enfin, en tout cas, dans la fonction publique, en tout cas, ça ne fonctionne pas comme ça. Ils veulent bien être stricts et rigoureux quand ça va dans leur sens, mais pas. Enfin, après, comme je dis, je leur en veux pas. Ils suivent des directives, malheureusement. Ouais. Ils sont pas là pour questionner les choses. C'est vrai. Ben, je vois que, oui, dans l'industrie, il y a plein, comme il y a le pour et le contre. Après, en France, en tout cas, quand tu travailles dans un service public, tu te fais pas virer comme ça. Généralement, quand tu as quand tu un emploi, ce qu'on appelle un contrat à durée indéterminée, donc ton contrat ne fixe pas de date de fin. Une fois que tu es dedans, à moins de faire une immense connerie, et encore, c'est très compliqué de se faire virer. Même les postes de prof, une fois que tu es enseignant-chercheur et que tu as passé ta période d'essai, tu es enseignant-chercheur à vie. À moins que toi tu démissionnes, tu perdras pas ton poste facilement. Là où j'ai cette image de l'industrie et de l'entrepreneuriat où il est beaucoup plus facile de licencier les personnes pour X raisons, juste parce que tu n'as plus besoin d'eux, en fait. Hein, à partir du moment où tu diriges une entreprise ou une série d'entreprises et que tu estimes que tu as trop d'employés, tu estimes que tu as trop d'employés pour ce que tu as besoin de fournir, ben, tu peux te débarrasser des personnes. Et ça, on l'a vu à plusieurs reprises ces dernières années en France, où tu avais des entreprises qui faisaient des bénéfices, parfois des bénéfices records, qui transmettaient une certaine part d'argent assez significative, soit aux actionnaires, où tu as les fortunes des PDG qui augmentent drastiquement. Mais à côté de ça, tu as des centaines ou des milliers d'employés qui sont licenciés parce qu'ils estiment qu'ils n'en ont plus besoin, alors qu'ils avaient très clairement l'argent pour les garder. Mais bref, et ce système de on te garde tant qu'on a besoin, mais quand on n'a plus besoin de toi, ben, démerde-toi et puis fais ce que tu peux avec tes petites mains, ben ouais, non. Comment tu as vécu les conditions pour faire un doctorat? Comment ça a été pour toi, la vie étudiante? D'un côté, j'ai eu de la chance. J'ai eu en partie de la chance
D'un autre côté, j'haïs la manière dont c'est fait. Euh, Parce que, et ça c'est un truc qui change beaucoup par rapport au fonctionnement en France, même si le fonctionnement français est pas simple. C'est que quand tu fais un doctorat, si on met de côté les cours que tu fais, euh, quand tu fais un doctorat de recherche, bah, tu es plus ou moins censé travailler à temps plein sur ton sujet. Tu fais des heures, dépendamment de ton équipe et de ton sujet de thèse, tu fais des heures à n'en plus finir. J'ai connu des personnes qui travaillaient week-end des vacances et qui d'ailleurs n'avaient pas de vacances, qui ont commencé à prendre des vacances pendant leur dernière année de doctorat, et encore. Euh, et on est là à... J'allais dire, on est là à quémander un salaire. C'est même pas ça, parce que en vrai, on n'a même pas l'équivalent d'un salaire. On n'a même pas on n'a même pas le revenu minimal, à moins de réussir à obtenir un financement important, genre les IRSC, qui maintenant rémunèrent plutôt bien. Par rapport à tout le reste, j'entends, hein, c'est pas des salaires mirobolants, mais ça rémunère quand même mieux que le reste. Mais je vois ma première année de doctorat, j'avais le financement du centre de recherche de l'Institut de gériatrie. C'était 15 000 $ sur un an. Quel employé vit avec 15 000 $ par an ici? Il n'y en a pas, en tout cas pas à temps plein. Ce à quoi il faut soustraire les frais de scolarité, c'est 5 500 $ par année. Voilà, donc du coup, il te reste pour l'année un peu moins de 10 000 $. Donc oui, c'est des bourses d'études. Non, on n'est pas imposé dessus. Mais en termes de qualité de vie, j'entends qu'il y ait beaucoup de doctorants ou d'étudiants pour qui ce soit très compliqué, particulièrement ceux qui n'ont pas la chance de pouvoir rester chez leurs parents ou qui n'ont pas la chance de pouvoir être aidés par leurs parents. Donc ça implique aussi de travailler souvent à côté de ton doctorat. Alors, on retient que le doctorat, c'est censé être à peu près l'équivalent d'un temps plein. Tu as des cours à valider à côté. Bon, souvent, tu as des activités de bénévolat, etc., parce que c'est bien pour le dossier et puis c'est bien pour avoir des bourses, justement. Et à côté de ça, tu travailles soit comme auxiliaire d'enseignement, auxiliaire de recherche ou dans d'autres organismes, etc., pour avoir un mode de vie satisfaisant, parce que ben, c'est pas le tout de payer le loyer et l'alimentation, mais c'est bien d'avoir les loisirs et de pouvoir faire autre chose de son temps. Et je trouve ça quand même très rude comme système, même si on compense un peu avec la diversité de financement possible. Mais là encore, ça va dépendre de ton département, parce que c'est pas tous les départements qui proposent la même quantité de financement. C'est pas toutes les facultés qui ont les mêmes ressources en termes de financement. Bon, parfois, il y a des aides qui peuvent venir des associations d'étudiants. Mais ça, c'est pareil, d'une association à l'autre, ils offrent pas tous les mêmes montants, ni à la même fréquence. Dépendamment de ton statut, si tu es étudiant international, bah, il y a des bourses auxquelles tu n'as pas droit. Euh, Bref, Qui est très compétitif en plus, par exemple IRSC, ouais, FRQ. c'est très compétitif. Et ça l'est d'autant plus maintenant que, alors je sais plus si c'est il y a 2 ou 3 ans, ils ont augmenté les montants Ouais, des bourses. l'année Et, dernière, je pense. Ouais. ok. Et j'ai appris après ça que, en compensation de l'augmentation des montants de bourses, ils ont diminué le nombre de bourses allouées. C'était déjà très compétitif. Alors maintenant, c'est bien pour ceux qui les obtiennent, parce que bah, maintenant, tu as un vrai salaire, qui n'est pas forcément à la hauteur du niveau d'études qu'on a, mais tu as quand même un vrai salaire. Mais il n'empêche qu'en contrepartie, eh ben, il y a moins de personnes qui vont en bénéficier. Donc, tu vois, il y a des changements qui sont faits, mais ça va pas, c'est pas très encourageant, c'est pas très reluisant, bah, considérant les sacrifices qui peuvent être faits pendant le doctorat par beaucoup d'étudiants. Alors, il y en a pour qui ça se passe beaucoup mieux que d'autres. Moi, par chance, j'ai pas trop à me plaindre, ça s'est très bien passé. Mais
quand j'y repense, je me disais, ben merde, tu travailles presque à temps plein pour un labo et il faut quémander de l'argent juste à partir du moment où tu travailles, où tu produis quelque chose. Alors oui, tu es en apprentissage, mais fondamentalement, en postdoc, on est encore en apprentissage. Et puis même quand tu es jeune prof, aussi. Donc, si on part du principe que bah, parce qu'on est en apprentissage, il ne faudrait pas nous rémunérer correctement, bah, à ce compte-là, des tas de métiers, il ne faudrait pas les rémunérer correctement. Ou alors, il faudrait prendre le contre-pied et dire à partir du moment où tu t'investis pour apporter quelque chose à la société, et ben à partir de là, tu devrais être, j'allais dire récompensé, mais au moins compensé par ce que tu fais, parce que ouais, voilà, à partir du moment où tu t'investis dans un labo, même comme stagiaire, ça devrait être systématique et puis et à hauteur de la charge de travail fournie. En plus, quand on est doc, on a déjà la maîtrise. Donc, on a un minimum des requis Ouais. pour faire ça. Donc, oui, on est en train d'apprendre, mais ça ne justifie pas, justement. Je ne sais pas comment ça se passe en France pour faire un doctorat. Ça dépend. Bon, là, il y a sûrement des nouveautés que je ne sais pas parce que bah, comme ça fait 6 ans et demi que j'y suis plus, il y a peut-être eu des ajustements. Euh, je sais que quand j'ai commencé l'université, il était davantage possible de faire ce qu'on appelle des doctorats non financés. C'était particulièrement le cas des étudiants en psycho, qui souvent avaient leur pratique clinique à 80% d'équivalent temps plein ou à temps plein complètement, et qui faisaient leur doctorat en parallèle. Donc ça, c'est les doctorants finançaient eux-mêmes le doctorat, ils n'avaient pas de bourse de recherche à côté de ça. Je ne sais pas à quel point... Alors, c'était assez fréquent dans les sciences humaines quand même, parce que bah, les financements globaux des sciences humaines sont souvent pas très élevés. C'est pas comme quand tu fais de la recherche en sciences naturelles ou dans des choses plus axées sciences cliniques, médecine, etc. Euh, mais il me semble que ce procédé-là a été soit interdit, soit limité, où il me semble que c'est devenu de moins en moins possible de faire un doctorat non financé. Ce qui pouvait être bien en un sens parce que à partir du moment où tu rentrais dans un cadre doctoral, c'est qu'on te proposait un financement ou que tu avais obtenu un financement. Le problème, c'est que ça empêchait ceux qui ne pouvaient pas accéder à un financement de faire un doctorat quand même. Donc ça aurait pu être bien si on pouvait garantir davantage de financement pour ceux qui voulaient faire un doctorat, ce qui n'a pas forcément été le cas. Donc il y a du bien et il y a du bien et du moins bien derrière. Et en termes de financement, il y a plusieurs possibilités. C'est soit tu candidates à un projet qui est publié sous forme de poste, où tu as une équipe de recherche qui va dire, bah voilà, on a un financement pour un doctorant, on a un projet, voilà, voilà le projet, voilà les méthodes qu'on veut utiliser, on cherche quelqu'un pour travailler là-dessus. Toi, tu candidates comme à une offre d'emploi, et puis bah, tu passes un entretien si ton dossier est retenu, et puis voilà. Le gros problème de ce format-là, quand ça arrive, c'est que souvent, souvent peut-être pas, régulièrement, en fait, les offres sont publiées parce que c'est la réglementation qui veut ça. Mais régulièrement, les laboratoires vont déjà avoir un candidat, genre un étudiant de maîtrise qui a fait un stage vers eux et qui est intéressé pour continuer en doctorat. Mais la loi prévoit que l'offre doit être diffusée. Donc même s'ils ont déjà le candidat, que le candidat veut l'offre et qu'ils savent déjà que c'est lui qui va être pris, ils sont obligés de recevoir des candidatures et d'étudier les candidatures. Donc c'est de la perte de temps pour eux, c'est de la perte de temps pour les candidats parce que les candidats ont déjà perdu d'avance. Alors c'est pas toujours le cas, mais ça arrive quand même de temps en temps. L'autre possibilité, c'est de candidater, enfin, c'est d'appliquer à un concours de bourse doctorale. Je vois moi par exemple quand j'étais en maîtrise de neurosciences à Marseille, donc ça c'était 2017-2018, à l'issue de la deuxième année de maîtrise, donc l'année que j'ai faite,
à la fois nos examens et la soutenance de mémoire que l'on faisait faisaient office de concours doctoral. Et en fait, le classement de la cohorte de neurosciences déterminait qui allait avoir une bourse qu'on appelle une bourse ministérielle. Donc ça, c'est le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche qui propose un certain nombre de bourses pour certains programmes doctoraux. Et là, si je dis pas de bêtises, c'était les 7 ou 8 premiers de cohorte qui allaient bénéficier de la bourse. Et moi, j'ai pas fait partie des 7 ou 8 premiers, sinon je serais resté à Marseille, je serais pas arrivé, j'aurais pas eu le temps d'appliquer pour venir à Montréal. Euh, mais voilà, quand c'est comme ça, voilà. Après, il y a des concours qui ne sont pas forcément inclus dans les masters, mais qui sont plutôt des concours d'école doctorale, où là, on va appliquer à une école doctorale pour une certaine thématique de recherche. Et l'école doctorale, par exemple, je sais pas moi, ça pourrait être une école sciences-vie, éducation, sciences humaines, qui va classer l'ensemble des dossiers des candidats à un moment donné, qu'importe que ce soit des étudiants en biologie, en psychologie, en histoire, en sciences de l'éducation, etc. Et les étudiants, par exemple, vont pouvoir choisir leur sujet de thèse par ordre de classement. Euh, Bon, on s'entend que si le premier étudiant du classement global de l'école doctorale est un étudiant en chimie, on s'entend qu'il va choisir un sujet de recherche en chimie et pas en psycho. Euh, mais voilà, ça peut être sous ce format-là. Après, tu as ce qu'on appelle alors, j'ai plus le nom. Il me semble que c'est les. Non, j'ai plus. Non, j'ai peur de dire une connerie, donc je vais pas le dire. Mais tu as aussi les financements qui viennent du privé, les financements qui viennent de collaboration entre l'industrie ou des entreprises et les universités, auquel cas l'étudiant va faire sa recherche, souvent davantage appliquée, moins que expérimentale, dans une entreprise ou une industrie, co-supervisée, enfin sous supervision de l'université. Et j'ai entendu dire que ça, c'était des financements qui pouvaient être un peu plus élevés que ce qu'on trouve à l'université. Mais voilà, il y a pas mal tout ce genre de possibilités-là. Il y en a peut-être d'autres maintenant, mais en tout cas, c'est ce que je connaissais à ce moment-là. Ok, c'est vraiment, merci, ça résume très bien, ça donne des idées aussi à certaines personnes, peut-être qui sont encore dans leur licence, bac, comme on dit Mhm. ici, et de réfléchir à tout ça d'avance. Ouais, il y a d'autres possibilités, mais on n'est pas toujours au courant de tout. Ils pourront faire leur recherche après Mhm. ça. Euh, donc, pour toi, tu as choisi de travailler sur un doctorat. Mhm. Est-ce que le sujet, il était déjà là, je pense, Ouais. ou ok. Ouais, effectivement. En fait, j'ai commencé à travailler sur les maladies neurodégénératives à ma deuxième année de maîtrise en neuropsycho, quand j'étais encore en France. Et c'était un champ qui me plaisait bien. J'avais pas forcément d'envie particulière concernant une maladie précise, mais le champ global des maladies neurodégénératives, c'est un truc qui me plaisait beaucoup. Mm. Et j'ai continué pendant ma deuxième année de maîtrise en neurosciences, où j'ai travaillé sur une autre maladie neurodégénérative. Et je m'étais essentiellement focalisé sur les troubles du comportement, ce qu'on peut appeler parfois les symptômes neuropsychiatriques, donc tout ce qui va être manifestation de dépression, d'anxiété relativement sévère, ou les modifications liées à la personnalité, l'irritabilité, les comportements sociaux inadaptés, la perte d'intérêt, la perte d'envie, la réduction des activités, ce qu'on appelle l'apathie, qui est une perte de motivation, qu'on retrouve très fréquemment dans beaucoup de maladies neurodégénératives, ou même parfois dans le vieillissement sans maladie neurodégénérative. Et j'étais resté là-dessus, ça me plaisait bien de travailler sur tout ce qui était champ comportemental, émotionnel, lié à l'humeur et ce genre de choses. Et quand j'ai terminé ma deuxième année de maîtrise en neurosciences, en tout cas sur la fin de cette année-là, il y avait un congrès de neuropsycho qui se faisait à Marseille. Et lors de ce congrès-là avait été invitée Sylvie Belleville, particulièrement connue au département de psycho et dans notre centre. Elle donnait une conférence à ce moment-là. Et j'ai eu la chance qu'on me la présente. Alors, j'ai jamais réussi à retrouver qui m'avait présenté à Sylvie. J'aurais toujours. Bon, faudrait que je demande à Sylvie avec qui elle était venue à ce moment-là, si elle se souvient.
Puis je lui avais expliqué ce que je faisais, ce que je voulais faire. Et elle m'avait dit, envoyez-moi un mail à la fin du congrès et puis je transmettrai votre demande à des profs du centre de recherche dans lequel je suis, qui travaillent un peu sur ces champs-là. Et très rapidement, elle m'avait réorienté vers Sven Joubert et Alexandrou, qui a été mon superviseur. Ok. Et à ce moment-là, Sven, il m'avait dit qu'il était déjà full de doctorants, qu'il n'avait plus de place pour l'instant. Et Alexandrou, qui était très jeune prof, le laboratoire était soit en train d'être créé ou venait d'être créé. Et on avait fait un petit entretien sur Skype à ce moment-là, Skype qui n'existe plus maintenant. Ça fait bizarre d'ailleurs. Ouais, Pourtant, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. c'est ça. Et on avait discuté de ce que j'avais fait. Il m'avait parlé de ce qui l'intéressait lui. Donc lui, à ce moment-là, c'était Alzheimer, Parkinson, symptômes neuropsychiatriques et neuroimagerie. Et l'idée, c'était de comprendre les associations entre les symptômes neuropsychiatriques, donc dépression, anxiété, apathie, ce genre de choses, les structures cérébrales ou le fonctionnement cérébral, et comment, à partir de ces informations-là, on pouvait déterminer les personnes qui vont décliner plus rapidement sur le plan cognitif dans l'une ou l'autre des maladies. Et on s'entendait sur le fait que ce que j'avais fait, ça l'intéressait lui, ce que lui voulait faire, ça m'intéressait moi, et on s'enlignait là-dessus. Moi, à ce moment-là, je ne me rendais pas compte de la forme que ça allait prendre. Il me semble qu'il avait été assez clair dès le début qu'il y aurait une partie d'analyse de données, parce qu'il avait fait des demandes d'accès à différentes bases de données, Parkinson et Alzheimer, nord-américaines surtout, et canadiennes. Et que l'idée, c'était aussi de mettre en place un protocole dans la maladie de Parkinson où on allait faire de l'évaluation neuropsy, différents types de neuroimagerie, etc. Puis voilà comment ça s'est décidé. Après, il y a eu des changements pendant le doctorat, parce qu'initialement, il avait en fait, ces financements comprenaient à la fois des financements pour une approche plutôt Alzheimer et des financements pour une approche plutôt Parkinson. Puis les financements Alzheimer se sont arrêtés, il ne restait plus que les financements Parkinson. Et en tout cas, sur la fin de mon doctorat, il disait qu'il faudrait réaxer certains des projets plus sur la maladie de Parkinson. Mais là, c'était vraiment la toute fin de mon doctorat, j'ai pas eu le temps de faire grand-chose sur la maladie de Parkinson. Ok. Là après, c'est encore autre chose, mais pendant mon doctorat, j'ai eu la possibilité de faire 2 séjours de recherche à l'étranger, un en Belgique et un en Suède. Et ça, c'est pareil, ça m'a permis de travailler sur d'autres choses en plus de ce que je faisais avec Alex. Et voilà, ça a permis de faire plein de choses et je me serais pas, même si le sujet était déjà un peu fixé, je me serais pas douté que j'allais faire autant de trucs pendant ce laps de temps. Ouais. Et pour les séjours, là, comment ça se passe pour avoir ce type de séjour à l'étranger pour faire la recherche? En fait, le premier séjour, je l'ai fait par le biais du programme MITAX Global Inc., qui propose des financements pour des séjours de recherche de ce type-là. Je sais que ça arrive qu'il y ait des partenariats ou des propositions d'échange avec certaines universités via le programme MITAX. Moi, ça ne s'est pas passé comme ça. En fait, quand j'ai commencé mon doctorat, c'était Alex qui m'avait dit « Ce serait bien que pendant ton doctorat, tu fasses un projet avec une équipe internationale. » Enfin, l'idée, c'était de construire son réseau et puis d'avoir des collaborations internationales. Et on s'entendait que dans ce cadre-là, la France, ça ne comptait pas parce que je viens de là-bas, et puis le reste du Canada non plus parce que ça reste local, entre guillemets. Même si ça aurait pu être sympa d'aller à Calgary ou Vancouver, je sais pas. Surtout qu'en plus, je connaissais pas Uri, mon superviseur actuel, à ce moment-là. Mais à ce moment-là, il était à Calgary, donc ça aurait pu être une possibilité aussi, je sais pas. Bref. Et j'avais un doute à ce moment-là. J'avais souvenir d'une amie avec qui j'avais fait... on n'était pas exactement dans la même année, mais elle a fait son bac dans la même université que moi, à Dijon. Et j'avais souvenir qu'elle faisait son doctorat soit en Suisse, soit en Belgique. Je ne savais plus trop. Mais je lui envoie un mail en lui disant... je pense que je lui avais écrit vraiment pendant ma première année de doctorat. J'avais vraiment anticipé le truc. Je lui avais écrit en lui disant, voilà, je travaille là-dessus. Est-ce que tu as des collègues, des profs de ton université qui travaillent là-dessus? Et elle avait partagé Alors, je ne sais plus si elle m'avait partagé différents mails de différents profs ou si elle avait partagé ma demande à 3 ou 4 profs. Et sur les 3 ou 4, il y en a une qui m'avait répondu parce qu'elle travaille sur la maladie d'Alzheimer, davantage
cognition neuropsycho et neuroimagerie, moins sur le versant neuropsychiatrique comportemental, mais elle était intéressée quand même. Et elle m'avait répondu en disant que eux, ils avaient des bases de données soit transversales ou longitudinales, qui comprenaient des données neuropsychiatriques et de neuroimagerie, et que ça pourrait être bien de décider d'un projet ensemble. Bon, après, il y a le Covid qui nous est tombé sur le coin du nez, et du coup, ça a reporté le séjour, mais ça nous a laissé du temps par le fait de peaufiner un peu le projet, etc. Du coup, on s'est mis d'accord sur un sujet. Une fois que la période Covid s'est un peu calmée, moi j'avais fait la demande de financement à Mitax, et il proposait jusqu'à un maximum de $6 000 pour un séjour qui pouvait aller je crois que le séjour va de 12 à 24 semaines, donc c'est entre 3 et 6 mois. Et là, on s'était fixé sur l'automne, c'était l'automne 2021, de début septembre jusqu'à, je sais plus, entre le 15 et le 20 décembre, j'étais là-bas. Et puis voilà, puis j'avais travaillé sur une des bases de données, on s'est rendu compte que ce qu'on voulait faire ne fonctionnait pas parce que trop de données manquantes ou le nombre de participants qui n'était pas suffisant. Puis ma superviseure, elle m'avait dit, on a une autre base de données avec d'autres types de neuroimagerie, et puis celle-là, elle est longitudinale. Bon, c'était pas maladie d'Alzheimer, c'était vieillissement normal, mais on a pu trouver des choses intéressantes quand même. Et voilà comment ça s'est décidé. Donc au final, ça peut juste être une question de contacter des profs qui travaillent sur des choses qui nous intéressent, et convenir de quelque chose avec eux, quelles sont les possibilités, sur quelle période, etc. Et en fait, ça se fait vraiment bien. Je m'attendais pas d'ailleurs à ce que ça se fasse aussi facilement, entre guillemets. Parce que quand je suis revenu, c'était janvier 2022, donc juste après mon séjour en Belgique. Le jour même où j'ai revu Alex, il m'a demandé, ça faisait 4 mois que je ne l'avais pas vu, 4 mois et demi, et il me demande comment ça s'est passé, donc je lui raconte, et il me dit, je ne sais plus comment il m'a formulé ça, mais il me dit un truc du genre, t'as envie d'en refaire un, enfin t'as envie de recommencer. Puis je lui dis c'est possible, puis il me dit si tu veux y aller, vas-y, trouve une équipe, définis un projet, et puis go. Et j'avais souvenir que, alors, je pense que c'était au mois de mai 2021, j'avais participé à l'école d'été sur le vieillissement, qui est proposée par les IRSC, et puis c'était l'université McMaster qui encadrait cette session-là. Bon, ça se faisait en ligne parce que le Covid sévissait encore pas mal. Normalement, c'est une école qui se fait en présentiel. Et j'avais souvenir d'une post-doctorante qui venait de Suède et qui travaillait sur la maladie d'Alzheimer, et avec une approche assez fondamentale, biologique, de la maladie. Et je me souvenais de ce sur quoi elle travaillait. Et du coup, je lui ai écrit, j'avais gardé son contact. Et puis, voilà, bon, elle se souvenait de moi. Puis je lui avais dit, est-ce que dans ton équipe, des personnes qui seraient intéressées pour travailler sur quelque chose en lien avec ce sur quoi je travaille? Et elle m'avait orienté vers sa superviseure, avec qui on avait pas mal discuté. On a défini un nouveau projet. Et pareil, je suis allé 4 mois en Suède à l'automne 2022. Du coup, voilà, j'ai enchaîné 2 années où l'automne s'est fait à l'étranger. Et même chose, on avait défini un projet. J'ai commencé à travailler sur les données. On s'est rendu compte que ce qu'on voulait faire initialement ne marchait pas, dû à la disposition des données qui étaient accessibles. Et au final, on a trouvé un moyen de faire autre chose, qui était d'autant plus intéressant d'ailleurs. Et puis voilà, donc ça a mené à un autre projet. Puis j'ai gardé très bon contact avec mes 2 superviseurs, que ce soit en Belgique, c'était l'université de Liège, et en Suède, l'université de Umeå. Et en tout cas, avec l'équipe, avec ma superviseure de Suède, on s'était dit qu'on referait un projet ensemble. Et là, elle a une doctorante en ce moment qui devrait faire un travail en lien avec ce que j'avais fait. C'est pas pour tout de suite, mais ma superviseure me revient régulièrement pour savoir si je suis toujours intéressé, pour qu'elle collabore là-dessus et co-encadrer ce travail-là. Moi, je suis toujours à fond, donc j'ai hâte que ça se fasse. Et l'année dernière, en fait, il y a 2 ans, j'avais réécrit à cette superviseure en lui disant, on a une doctorante qui travaille sur la maladie de Parkinson, etc. Est-ce que tu serais
partante pour refaire un encadrement comme ce que tu avais fait avec moi. Et puis elle m'avait réécrit en disant bah, c'est moins mon domaine. Elle dit par contre j'ai d'autres collègues qui travaillent plus sur la maladie de Parkinson. Et cette amie doctorante, Lina, elle a fait la même procédure. Elle a défini un projet avec un ingénieur de recherche de l'université de Umeå. Et elle est partie l'année dernière sur la période estivale. Et là, elle est en train de publier un article. L'article n'est pas encore accepté, mais presque. Et donc voilà, ça se fait très facilement. Une autre amie doctorante, Lorena, qui travaille avec Simona. Elle, pareil, elle est partie l'année dernière, un peu sur la même période que Lina, au Luxembourg. Où pareil, elle avait fait une demande de financement à Mitax. Elle avait contacté une chercheuse de l'université du Luxembourg, et puis voilà, elles ont défini un projet, et puis go. Donc ça, on se rend peut-être pas compte, mais ça se fait, et pas si difficilement que ça. La difficulté, elle peut venir quand on sait pas ce qui va se passer sur le plan financier. Quand on peut faire une demande Mitax, c'est bien. Mais c'est vrai que jusqu'à maintenant, les universités que j'ai pu contacter étaient très claires sur le fait qu'eux n'avaient pas d'argent pour ça et que l'argent devait venir d'ici. Après, dépendamment des laboratoires, le laboratoire d'appartenance du doctorant ou de la doctorante peut financer peut-être une partie des choses, peut-être au moins le voyage, ou je sais pas. Mais ouais, quand il y a des possibilités de bourse comme Mitax, ça aide beaucoup. Mais sans, ça peut être un peu plus compliqué. Quand Mitax ne peut se demander qu'une seule fois. Donc quand je suis parti en Suède, c'était sur mes propres fonds à moi. La vie en Suède est plus chère qu'ici, donc fallait y réfléchir à 2 fois quand même. Mais voilà, dans une certaine partie des cas, ça se fait bien, puis c'est de très belles expériences. Nice. C'est vraiment intéressant parce que donc tout ça, ça fait partie des avantages de faire la recherche. C'est aussi de visiter des pays, d'avoir des collaborations internationales, faire un réseau. Oui. Donc c'est cool. Ouais. Et même histoire pour les congrès d'ailleurs, hein, parce que Exactement. c'est les mêmes objectifs, hein, faire du réseautage, parler de ses travaux ailleurs, et puis ça permet de visiter aussi au passage. C'est vrai, c'est ce que j'allais te dire aussi. J'aimerais bien que tu me parles plus ou moins de tes projets. C'est quoi les choses les plus intéressantes, si tu peux résumer, des découvertes? Ah, alors, en termes de découverte, je pense que le travail qui m'a le plus marqué, c'est le travail que j'avais fait en Suède. Parce que, en fait, le postulat de base de mon doctorat, c'était de dire, il y a des personnes dans le vieillissement qui vont développer des symptômes de dépression, des symptômes d'apathie, des choses comme ça. Et il y a un certain nombre de travaux qui montrent que ces personnes-là sont plus enclines à développer une démence de la maladie d'Alzheimer et à décliner rapidement sur le plan cognitif et sur le plan de l'autonomie, et avoir finalement une qualité de vie bien moindre. Mais c'est pas toutes les personnes qui vont avoir des symptômes de ce type-là qui vont développer une maladie d'Alzheimer ou autre. Et l'idée, c'était de dire, chez les personnes qui ont de la dépression, qu'est-ce qui fait qu'elles vont être les marqueurs au niveau du cerveau que la personne qu'est-ce qui va montrer que la personne va décliner. Voilà, ça c'était un peu le questionnement initial. Et en Suède, la question s'est transformée dans quelque chose comme il y a des facteurs de personnalité qui vont augmenter, qui vont être associés à un plus haut risque de démence et de déclin accéléré. Et moi, ma question, c'était, est-ce que ce même type de traits de personnalité vont aussi être associés à un plus haut risque de symptômes neuropsychiatriques dans le vieillissement, en plus du fait d'être caractérisé par un déclin cognitif plus rapide. Et l'avantage de la base de données qu'on a utilisée, c'est que déjà, c'est une base de données longitudinale qui s'étale sur 30 ans, peut-être 35 maintenant. Donc,
c'est quand même très parlant, c'est très C'est intéressant de riche. pouvoir utiliser des données aussi longues. Et ce qu'on a pu montrer, c'est que en fait, les traits de personnalité étudiés avaient précédemment, enfin dans la littérature, avaient déjà été associés à un plus haut risque de développement de troubles mentaux à l'âge adulte. Euh, tout type de troubles mentaux confondus, hein, troubles de l'humeur, type dépression, bipolarité, troubles anxieux, type troubles anxieux généralisés, phobie sociale et j'en passe. Euh, Troubles psychotiques aussi, type schizophrénie, bouffée délirante et j'en passe. Et là, moi, ma question, c'était bah, si ces traits de personnalité-là sont plus associés à l'émergence de troubles mentaux à l'âge adulte, est-ce qu'ils sont aussi plus associés à l'émergence de symptômes neuropsychiatriques dans le vieillissement? Il se trouve que oui. Et quelque chose qui était intéressant, c'est que en fait, la construction de la base de données faisait que pendant les premières visites, peut-être à partir de la deuxième visite de suivi, il y avait une évaluation de la personnalité. Et les symptômes neuropsychiatriques étaient évalués 10 ou 15 ans plus tard seulement. Et même si l'évaluation des symptômes neuropsychiatriques se faisait 10 ou 15 ans plus tard, on montrait quand même des associations entre la personnalité à un instant T et l'émergence des symptômes neuropsychiatriques 10 ou 15 ans plus tard. Et en plus de montrer que bah, les personnes qui avaient certains traits de personnalité, plutôt des traits négatifs, hein, évitement de la nouveauté, tendance à ressentir des émotions négatives, présenter une labilité émotionnelle, une instabilité émotionnelle plus grande, ces personnes-là étaient plus enclines à avoir davantage de symptômes dépressifs, de symptômes liés au stress, oui, ça je m'en souviens. Symptômes liés au sommeil, j'ai un doute. Je vais dire que non, parce que j'ai pas envie de dire de bêtises. Et en plus de ça, ces personnes-là avaient tendance à montrer une augmentation plus rapide de ces symptômes-là dans le temps. Wow. Ça, c'est un premier point. Quand on regardait sur le plan cognitif, quand on prenait notre échantillon total, à savoir que dans l'échantillon total, la majorité des gens ne développaient pas de maladie neurodégénérative. Et une petite proportion développait une démence de type Alzheimer. Il se trouve que les personnes déclinaient aussi plus vite sur le plan mnésique quand elles avaient davantage de traits de personnalité à connotation négative. C'était le cas notamment sur le plan de la mémoire, ce qu'on appelle la mémoire épisodique, qui est la mémoire des souvenirs, en tout cas la mémoire des connaissances que l'on replace dans le temps et dans l'espace. Les personnes présentaient aussi une plus grande diminution, une diminution plus importante au cours du temps de certaines fonctions exécutives, ce qu'on appelle la fluence verbale. Ça, c'est le fait de pouvoir rechercher activement des informations en mémoire à long terme, normalement avec un certain niveau de stratégie. L'idée, en fait, juste pour replacer un peu de contexte neuropsy là-dedans, quand on évalue les personnes à faire ça, on leur donne une lettre de l'alphabet, on leur dit voilà, en 2 minutes, vous me donnez le plus de mots que vous connaissez qui commencent par cette lettre-là, excluant les noms propres et les mots de la même famille. Ok. Par exemple, souvent, on va utiliser la lettre P. Bah, si on évite les mots de la même famille, si la personne me dit porte, elle ne pourra pas me dire portail et portier. Du coup, ça nécessite quand même un certain niveau de stratégie, ce qu'on appelle du fonctionnement exécutif, parce que l'idée, c'est de vraiment être dans le contrôle stratégique de comment on va chercher les informations dans notre lexique mental pour pouvoir répondre de manière adaptée à la question. Et généralement, plus on arrive à donner de mots, plus ça veut dire que la stratégie de recherche en mémoire est efficace. Et il se trouve que, en lien avec ces traits de personnalité-là, les personnes avaient tendance à être de moins en moins performants sur ce genre de fonction-là. Voilà, on a trouvé plusieurs choses de ce type-là. Et ce qui était intéressant, c'est que même en excluant de notre groupe les personnes qui développaient une démence de type Alzheimer, donc si on prenait uniquement les personnes qui restaient cognitivement saines au cours du suivi longitudinal, les personnes déclinaient quand même plus vite sur le plan de la mémoire. Et c'est un truc qu'on avait montré aussi avec l'équipe en Belgique, à savoir que la présence des symptômes neuropsychiatriques menait à un déclin plus rapide de la cognition chez les personnes, même si elles restent cognitivement normales. Il n'empêche que la cognition va baisser plus vite. Et ce que l'on a démontré sur le déclin plus rapide de la mémoire sur la base de données suédoises,
on le montrait aussi au niveau du déclin des volumes des hippocampes qui sont Ouais. impliqués dans la mémoire et particulièrement dans la mémoire épisodique, où on trouvait à la fois dans notre échantillon total et dans notre sous-échantillon de personnes qui ne développent pas de démence de maladie d'Alzheimer, les hippocampes ou au moins un des deux hippocampes qui déclinait plus vite au cours du temps. Et je trouvais ça super intéressant et fou de voir cette association avec la personnalité, chose qui est très, comment dire, qui est très psychologique. Je mets des guillemets parce que le psychologique est sous-tendu par du biologique de toute façon. Euh, C'était ça ma question que j'allais te demander. Est-ce que tu penses que c'est la personnalité qui va peut sculpter notre cerveau ou c'est le cerveau et sa biochimie, ses connexions qui vont déterminer la personnalité? alors, d'un côté, je vais dire les deux. C'est les deux et c'est aussi un peu la même chose. Parce que le cerveau a sa structure de base, génétiquement déterminée, mais très tôt, le cerveau va se façonner et se développer euh, et être influencé par son environnement alors même qu'il n'est pas totalement formé. Donc en fait, on va avoir des influences environnementales avant même que le bébé naisse, Mhm. notamment au niveau de ses sens, au niveau de ses sens, que ce soit le sens gustatif, l'olfaction, etc. Euh, et très tôt dans l'enfance, le cerveau va se spécialiser. Dans les premières semaines, premiers mois de vie, le cerveau va perdre énormément de neurones parce que quand un bébé naît, il a une quantité de neurones extrêmement importante et tous les neurones ne vont pas réussir à créer des connexions et des réseaux avec d'autres neurones. Et les neurones qui ne pourront pas créer de connexions vont juste mourir parce que un neurone qui ne s'active pas, c'est un neurone qui meurt. Euh, et très tôt, en fait, le cerveau va se spécialiser de la sorte. Mais ça va être déterminant dans le sens où les premières années de vie vont en partie déterminer la personne dans ses interactions avec son environnement. Et ces interactions, les retours que la personne va avoir de son environnement et la manière dont la personne va traiter ces informations-là, les interpréter ou les apprendre, etc., ça va continuer à façonner et à modifier le cerveau. On a des nouveaux neurones dans certaines rares régions cérébrales tous les jours. On a des nouvelles connexions très certainement tous les jours aussi. Oui. Donc, en fait, c'est d'un côté la façon, en fait, la constitution du cerveau lui permet d'être façonné par son environnement et par lui-même. Et la personnalité dans tout ça, c'est une sorte d'intermédiaire. C'est pas des choses indépendantes. C'est pas d'un côté on a le cerveau, de l'autre on a la personnalité. La personnalité est ce qu'elle est parce que le cerveau est ce qu'il est et parce que les expériences de vie et les impacts de l'environnement ont été ce qu'ils ont été. Ouais. Euh, D'ailleurs, j'ai vu pour ça certaines études il y a quelques années qui montrent que la personnalité, elle est plus ou moins aussi comme héritée dans nos gènes, dans la structure du cerveau, qu'il y a certaines prévalences de personnalité qu'on hérite, par exemple inconsciemment de nos ancêtres ou de nos comme de nos parents, grands-parents, etc. Donc, je ne sais pas à quel point c'est... je connais pas beaucoup ces travaux-là, mais j'ai toujours les mêmes questions. C'est que si tu as effectivement, si tu as le bagage génétique, je sais pas, une partie de bagage génétique de tes grands-parents, et que tu développes une personnalité qui est proche d'un de tes grands-parents, puis que tes parents vont dire ah bah il est comme son grand-père parce que son grand-père faisait ça aussi. Euh, Est-ce que c'est vraiment une personnalité héritée, ou est-ce que c'est le fait d'avoir réellement sa propre personnalité avec les parents qui vont faire un rapprochement avec le grand-père qui a des comportements similaires, ou est-ce que c'est une personnalité imitée parce que, je sais pas moi, l'enfant ou le jeune ado
s'identifie à son grand-père ou a passé beaucoup de temps avec son grand-père, il a tendance à copier certains comportements, qui fait que la personnalité va y ressembler un peu. Le lien direct avec la génétique est toujours très compliqué. Parce que derrière, surtout que j'imagine assez facilement dans ces études-là qu'il y a une flopée de gènes très différents qui vont être associés à certains types de personnalités et pour lesquels on va dire, voilà, les personnes qui ont ce type de personnalité sont plus enclines à avoir ces gènes-là. Mais d'un autre côté, les gènes vont s'influencer les uns les autres, les gènes vont coder pour certaines protéines et faire le lien vraiment direct entre le gène et la personnalité, indépendamment de tout ce qui s'est passé au niveau neurodéveloppemental et au niveau influence de l'environnement. Ça me paraît très compliqué. Personnellement, je prendrais de grosses pincettes avec ces liens-là, même si j'ai pas de doute que certains de ces liens existent, mais je me questionnerais sur la part réelle explicative des gènes. Genre, est-ce que les gènes en question expliquent, je sais pas moi, 0,5% de la variance de la personnalité ou 15%, ce serait quand même pas la même chose. Et aussi, tout dépend, ça va dépendre aussi de la manière dont la personnalité a été évaluée. Ça me fait penser à un modèle de personnalité qui a été développé début des années 90, qui est un modèle de personnalité qui distingue ce qu'on appelle le tempérament et le caractère. Là où le tempérament serait la composante innée, biologique, génétique de la personnalité, le caractère serait la part de personnalité qui est acquise et plutôt dépendante de l'environnement et des apprentissages. Statistiquement, le modèle se tenait très bien. Mais quand il a été question de démontrer le lien génétique et biologique du tempérament par rapport au caractère, il se trouve que certaines composantes du caractère avaient plus de substrat biologique que certaines composantes de tempérament. Donc la validation biologique et génétique n'était pas concluante par rapport à la distinction statistique qui avait été faite entre les composantes du tempérament et les composantes du caractère. Et quand bien même, quand il y a une part explicative liée à la génétique, je ne sais pas c'est quoi l'importance réelle explicative qu'il y a derrière, d'autant que s'il y avait une part, je sais pas moi, une part génétique importante, potentiel derrière la personnalité, il n'empêche que la possibilité de modification de cette personnalité par l'environnement est très importante et très certainement plus importante. Et de manière générale, pathologie ou pas pathologie, la personnalité, même si elle a une certaine stabilité dans le temps, va avoir tendance à fluctuer, notamment dans les premiers âges de la vie, en tout cas jusqu'à l'âge adulte. Voilà, il y a certains traits qui vont se moduler au cours de l'âge et qui vont rechanger dans le vieillissement. Là où souvent les traits de personnalité un peu plus négatifs, entre guillemets, vont avoir tendance à s'adoucir dans le vieillissement et les traits positifs vont avoir tendance à s'accentuer. On hérite plus ou moins certaines comme prévalences, je ne sais pas si c'est ça le mot, mais après avec l'environnement, soit ça se renforce, soit ça s'affaiblit pour ces traits de personnalité. Donc ça rejoint plus ou moins ce que tu viens d'expliquer. Mais quand tu dis que les traits qui sont négatifs, qui s'affaiblissent avec l'âge et que les autres, est-ce que c'est à cause de l'environnement ou c'est à cause vraiment du fonctionnement du cerveau qui, naturellement, quand il vieillit, il y a certaines connexions, je ne sais pas, certaines aires qui s'activent différemment ou... Pour l'environnement, je ne saurais pas dire si ça vient de l'environnement parce que c'est des tendances générales qu'on retrouve dans des populations assez larges. Donc, à moins que le hasard fasse que toutes les personnes aient un peu la même évolution environnementale et qui mènerait à cet adoucissement de certains traits de personnalité. Mais il semble de manière générale que sur le plan émotionnel, sur le plan ressenti des émotions, les ressentis des émotions négatives s'atténuent avec l'âge et les ressentis positifs ont tendance à augmenter. Bien évidemment, ça ne va pas être le cas pour tout le monde, mais en tout cas, c'est ce qu'on retrouve en général. Et d'ailleurs, c'est aussi montré sur le plan perceptif
où on va avoir dans le vieillissement ce qu'on appelle le biais de positivité, qui fait que un, un stimuli visuel ou olfactif, etc. Quoi qu'il me semble que... j'aurais dû relire ce papier, ça a été mon tout premier papier en plus. Enfin, pas en tant que premier auteur, mais auquel j'ai pu contribuer. On était parti du postulat que souvent, sur le plan perceptif, auditif et visuel notamment, des stimuli qui sont estimés plutôt neutres par des jeunes adultes vont avoir plus tendance à être évalués positivement par les personnes âgées. C'est ça qu'on appelle le biais de positivité, parce que quelque chose normalement neutre est plus facilement déterminé comme étant au moins un peu positif par les personnes âgées. Et la question qu'on s'était posée, c'est est-ce que pour les stimuli olfactifs, pour les odeurs, ça marche pareil ? Et il me semble qu'on avait montré le procédé inverse, dans le sens où on n'a pas une augmentation de la positivité, mais une réduction de la négativité. Là où ce que les jeunes percevaient comme des odeurs très négatives, les personnes âgées les percevaient comme étant négatives, mais moins. Est-ce que ça pourrait, comme par exemple pour la négativité, peut-être c'est la sagesse qui s'installe au cours des années, Ça pourrait parce qu'effectivement, avec l'avancée en âge, il y a une certaine, prise d'expérience qui est à l'œuvre très clairement. on relativise plus facilement. Un relativisme, effectivement. Les personnes ont vu plus de choses, ils ont rencontré plus de situations. Ouais. Et l'appréciation des choses peut être très différente. En plus, sur un plan plutôt neurobiologique, on voit aussi des changements de connectivité dus à la plasticité liée au vieillissement dans les régions émotionnelles plutôt. Juste pour expliquer la plasticité, c'est que le cerveau, il est plus capable à se refaçonner en fonction de l'environnement, du vécu, de l'expérience. Oui, effectivement. En fait, la plasticité cérébrale, c'est ce qui permet les apprentissages. En fait, tout ce qu'on fait, tout ce que l'on va recevoir de notre environnement et ce que l'on va émettre vers notre environnement en termes de comportement, ça va amener le cerveau à s'ajuster, à créer de nouvelles connexions, à en défaire des anciennes, voilà, soit à en faire des nouvelles ou à renforcer d'autres déjà existantes. Et c'est ce qui fait aussi c'est ce qui fait qu'on peut changer de point de vue. C'est ce qui fait que nos goûts changent, c'est ce qui fait que nos attraits changent, nos intérêts aussi. Le fait que l'on puisse apprendre de nouvelles choses, ça nécessite de nouvelles connexions, de nouvelles émergences de ce qu'on appelle de terminaisons nerveuses. On peut voir que quand des nouveaux souvenirs sont construits, il a pu être observé qu'il y a certaines terminaisons neuronales, notamment les dendrites, qui reçoivent de nouvelles connexions qui vont être soit plus denses, plus nombreuses, et qui vont présenter de plus nombreux sites de connexion potentielle pour les projections axonales, qui sont les fibres des neurones, pour justement créer de nouveaux réseaux qui vont permettre l'encodage, la rétention d'un nouveau souvenir. Et tout ça, effectivement, tous ces mécanismes d'ajustement, c'est ce qu'on va appeler la plasticité. Et même dans un cadre pathologique, quand on a un AVC et qu'on a des réseaux qui vont dysfonctionner, il y en a d'autres qui vont essayer de prendre le relais des fonctions qui sont sous-tendues par les réseaux lésés ou détruits. Avec une efficacité relative, ça dépend, mais énormément de situations, on peut observer de la plasticité, effectivement. Mais ouais, du coup, effectivement, avec le vieillissement, on observe davantage de positivité en général. Est-ce que ça pourrait aussi être un peu comme de la nostalgie aussi? Parce que quand on est jeune, on ne se rend pas vraiment compte de la valeur des choses. Mais après, avec le temps, on est plus comme... Par exemple, quand on se rappelle des moments d'enfance ou des choses, peut-être des odeurs ou des images ou des choses comme ça nous fait un peu comme un sentiment de nostalgie. Donc, c'est perçu plus ou moins positivement. Je ne sais pas si...
En fait, ça va vraiment dépendre ça va dépendre aussi de la manière dont la personne va vivre son vieillissement. À quel point, à quel point une fois dépassé 60, 65 ans, voire plus, à quel point la personne va avoir un retour positif sur sa vie dans le sens où à quel point elle va estimer qu'elle a suffisamment bien vécu, à quel point elle va avoir des regrets ou des choses comme ça. Ça arrive souvent chez les personnes qui travaillent trop et qui passent pas assez de temps auprès de leur famille. Ça, c'est un type de regret qui revient de temps en temps. Les personnes qui après coup se disent j'aurais dû moins travailler et passer plus de temps avec mes proches. Ouais. À bon entendeur pour les doctorants et puis les académiciens qui nous écoutent, entre autres. Mais ouais, c'est vrai que le fait d'avoir ce sentiment d'accomplissement, ce sentiment d'intégrité, le sentiment d'avoir fait les bonnes choses et d'avoir été cohérent dans sa vie avec ses valeurs, avec ses convictions, ça peut rendre plus positif le regard qu'on a sur ce qu'on a fait, sur ce qu'on laisse derrière nous. Pour ce qui est de la nostalgie, je connais pas assez. Mais si je prends ça à une échelle plus petite, euh, depuis 1 ou 2 ans, je dirais, ça m'arrive de plus en plus de repenser à des périodes lointaines, quand j'étais au primaire, quand j'étais au secondaire, particulièrement au collège. Je repense à de vieilles relations amicales, certaines que j'ai gardées, certaines que j'ai perdues. Je repense à des situations, c'est vraiment très banal, hein, mais j'ai des souvenirs très précis de la maison dans laquelle je vivais quand j'étais au tout début du secondaire. J'ai des souvenirs très précis de moi qui marche pour aller prendre le bus le matin, qui rentre le soir, ne serait-ce qu'un soir d'automne, je rentrais relativement tard, il faisait déjà nuit parfois. Euh, j'ai souvenir de, de ce ressenti que je pouvais avoir à tout moment de la journée. L'effet que ça me faisait d'arriver dans la cour du collège, l'aurore était à peine levée, j'arrivais à peine à distinguer le visage des camarades parce qu'il il faisait trop sombre, il faisait encore nuit. Et ce sentiment à peine réveillé, parce que quand j'ai commencé à être adolescent, je dormais pas suffisamment, ça je le sais. Je le savais déjà à ce moment-là, mais je me rends encore plus compte maintenant, je pourrais plus faire les nuits que je faisais avant maintenant. Et en fait, le moindre ressenti lié avec toutes ces situations très spécifiques, le fait d'aller en cours avec certains profs, j'ai souvenir de mes cours de français quand j'étais en 4e année de secondaire, à presque chaque début de cours de français, on avait une interrogation et moi, j'apprenais le cours juste avant d'aller en cours. Genre, j'arrivais au collège, on se mettait en rang avant d'aller en cours. Je sortais mon cahier, je lisais le cours, je rangeais, j'arrivais à l'interrogation, puis je le réécrivais. Et tous ces moments très spécifiques sont associés à un état émotionnel très spécifique. Et je trouve ça très particulier d'y repenser maintenant, en sachant que ça faisait des années que j'y avais pas pensé. Après, c'est... Oui, enfin, j'ai souvenir de certaines soirées, de certains moments chez mes parents à ce moment-là. Je me souviens de la dynamique du quotidien, je me souviens de la relation que j'avais avec mes frères, je me souviens de certains jeux qu'on avait ensemble. Et de plus en plus maintenant, je m'y replonge à la fois en tant que souvenir physique, qu'est-ce qu'on faisait, comment ça se passait, avec le ressenti émotionnel qui était associé. C'est pour ça qu'on parle souvent de la mémoire émotionnelle qui est très forte. J'aime pas beaucoup parler de mémoire émotionnelle, mais disons de souvenirs associés à des émotions fortes. Là, ce sont des choses qui me reviennent de plus en plus maintenant et que j'ai à la fois avec grand plaisir parce que je suis très heureux de revivre ces émotions-là presque inchangées. En tout cas, subjectivement, j'ai l'impression que ces émotions sont restées intactes, mais je sais que objectivement, c'est pas vraiment ça que j'ai ressenti parce que en fait, il faut savoir que quand on se remémore un souvenir ou quand on se remémore une émotion, on ne peut pas se remémorer la chose exactement telle qu'elle. Ouais. Donc, quand on se remémore un souvenir, on modifie le souvenir un tant soit peu et c'est systématiquement comme ça. Ouais. Comme le plus on s'en rappelle, le plus ça se déforme ou pas vraiment?
En fait, ça va se déformer jusqu'à un certain point, surtout au niveau des détails. Même si on va se souvenir de la globalité du souvenir, en tout cas, les détails vont nous échapper de plus en plus. Surtout que on va se remémorer des choses avec tous les biais interprétatifs que l'on peut avoir maintenant, parce que la lecture d'une situation ne sera plus la même pour nous maintenant que celle qu'on avait avant, parce qu'on n'a pas les mêmes connaissances, on n'a pas la même personnalité, et c'est ce qui fait d'ailleurs qu'un souvenir extrêmement négatif du passé peut être remémoré maintenant de manière relativement positive, voire neutre. Et ça c'est pareil, ça en fait partie, les souvenirs très, très compliqués, enfin de situations très compliquées que j'ai pu avoir par le passé, et je n'en retire pas du tout la même chose maintenant. Maintenant j'en comprends tout le positif que ça a eu par la suite, alors que sur le moment c'était juste horrible. Et, par contre, il y a un versant négatif à tout ça, c'est de repenser à des moments aussi clés, à des moments peut-être anodins à ce moment-là, mais avec le recul qui vont devenir très précieux, parce que juste c'était des moments géniaux. Et je trouve que ça a un côté un peu compliqué de se dire, ben, tout ça c'est très loin. Tout ça c'est très loin, ça réarrivera pas. Je ne revivrai jamais de nouveau ces choses-là. Je ne revivrai jamais ces émotions-là de la même manière. Et ça me fait me rappeler en fait à quel point on pouvait entendre quand on était enfant de la part d'autres adultes, des enseignants, nos parents, etc. Profitez de votre jeunesse parce que après c'est plus la même chose, ça passe vite. Alors quand on est jeune, le temps passe plus lentement. Oui. C'est une Et éternité. exactement. Une heure de cours, ça n'en termine jamais quand on est au secondaire. Euh, maintenant, c'est les semaines qui passent en un clin d'œil. Et bien évidemment, quand on y est, c'est compliqué de croire en ce que nous disent les adultes sur le fait que ça va passer vite et ce sont des choses qui se perdent rapidement. Parce que quand on y est, notre perception du temps, notre perception du chose est très différente. Et accessoirement, on n'a pas non plus forcément la maturité de se dire, bah, ils sont passés par là, donc ils savent. Oui. On a cet espoir de se dire, bah, nous, ce sera différent, mais non. Et ouais, donc c'est des expériences de pensée qui sont à la fois positives et négatives parce que ça apporte voilà, un certain, une certaine connotation de tristesse dans cette nostalgie, tout en puissant être reconnaissant de pouvoir repenser à ces choses-là avec une telle précision en quelque sorte. Et le fait d'avoir eu autant de souvenirs de qualité, effectivement, ça pourrait rendre la perception de l'avenir ou l'anticipation de l'avenir plus positive aussi. On pourrait se ressentir plus serein aussi, de se dire, bah voilà, j'ai été capable de tout ça auparavant, j'ai vécu tout ça auparavant, bah, je vais faire en sorte de continuer sur cette lancée pour ce qu'il me reste. Et c'est vrai que de manière générale, dans l'avancée en âge, dans le vieillissement au-delà de 60 ans, 60-65 ans, le fait d'être encore capable, le fait de pouvoir se projeter, le fait d'avoir des projets, etc., le fait d'avoir une vision positive à la fois de sa vie et de son vieillissement, ça va permettre d'avoir un vieillissement de meilleure qualité, de rester en santé plus longtemps, d'avoir une plus belle longévité et de garder son autonomie aussi plus longtemps. Je dévie un peu du sujet de base, Non, mais ça me passe par l'esprit. Alors, En fait, ça m'a fait penser que c'est vrai qu'il y a pas longtemps, je discutais avec des amis par rapport à la perception du temps quand on est enfant. Et mon idée personnelle, c'est peut-être parce que le temps qu'on a vécu, c'est tout ce qu'on a vécu jusque-là. Par exemple, si tu as 5 ans, c'est toute ta vie, 5 ans. Alors que maintenant, à 30, 35, 40 ans, c'est vraiment une minime partie de notre vie. Donc pour nous, c'est une éternité, une année. Je me rappelle comme j'attendais une année pour avoir 10 ans quand j'avais 9 ans, pour dire que maintenant, mon âge, il a 2 chiffres, non pas un seul. Donc c'est vraiment impressionnant comment le cerveau, il change.
C'est d'ailleurs une petite chose sur laquelle je voulais travailler dans ma maîtrise quand j'étais en France. C'est le timing, c'est la perception du temps. C'était avec Monsieur Vincent Montfort et avec Monsieur Mathieu Casteran, qui était mon directeur, qu'on voulait faire justement un doctorat là-dessus, sur le timing, la perception du temps avec le vieillissement, donc la différence entre les jeunes et les personnes âgées. Et malheureusement, c'était le Covid, toutes les écoles doctorales étaient fermées. Oui. Donc, ils m'ont dit, allez, ne perds pas ton temps. Si tu trouves une autre opportunité qui t'intéresse pour un doctorat, on ne t'empêche pas d'y aller. Et justement, c'était mon nouveau directeur qui a postulé quelque chose qui m'a beaucoup intéressée, qui est le cerveau, la neuroplasticité, l'apprentissage moteur, comment on peut booster le cerveau grâce à l'exercice. Et ce qui m'a ramenée ici au Canada. Mais voilà, pour revenir au sujet, c'est comme la perception du temps. Est-ce que tu aurais des infos là-dessus? Comment tu le vois? Alors, je sais qu'il y a des travaux effectivement qui s'intéressent à la perception du temps basés sur l'âge et la perception de ce qu'il nous reste en termes de temps. C'est vrai que quelque chose qui est très intéressant derrière ça, c'est que ce que l'on a, en fait, notre vie qui est déjà écoulée nous paraît comme étant une fraction de seconde parce que c'est déjà passé. Et au niveau, comment dire, un niveau très subjectif, on va se dire, il s'est déjà passé 30 ans ou plus de 30 ans, mais juste, c'est passé où tout ça? On a l'impression que ça a passé en un éclair de temps. Et le fait de se dire que, il nous reste, je sais pas, plus ou moins dans le meilleur des cas 2 fois ce qu'on vient de vivre, alors que quand tu as 5 ans, tu te poses pas la question. Potentiellement, quand tu as 10 ans, tu te dis il me reste 8 ou 9 fois ce que je viens de vivre, c'est encore beaucoup. Donc il y a cette composante, potentiellement cette composante-là. Il y a aussi le fait que, en termes d'occupation, occupation physique dans nos activités, mais aussi occupation mentale, on n'est pas occupé de la même manière que quand on est enfant. Le fait, ça c'est plutôt une hypothèse personnelle, le fait d'être accaparé de partout. On a plein de choses à penser tout le temps, ce qui fait qu'on n'est pas attentif, on ne prête pas attention, on ne porte pas notre conscience sur le temps qui passe et ce qui se passe à un instant T. Et le fait d'être à la fois partout et nulle part à la fois au niveau de notre pensée, parce qu'on va penser à nos travaux, on va penser à ce qu'on doit faire en rentrant le soir, on doit garder en tête nos multiples rencontres, les multiples tâches qu'on a à faire, et on est tellement éparpillé comme ça que au moment où on se rend compte du jour auquel on se dit ah putain, on est déjà jeudi, c'est bientôt le week-end, mais il s'est passé quoi cette semaine? Je ne sais plus. Et en fait, le temps défile un peu en dehors de notre perception et de notre conscience, et finalement, notre perception ne va se focaliser que sur le moment où on va se poser, où on va réaliser qu'il y a déjà 4 jours qui se sont passés depuis la dernière fois qu'on y a pensé. Et c'est comme si, je sais pas moi, tu regardes un film qui est long, tu t'endors devant, tu te réveilles à la fin, au niveau perceptif, il a passé très vite, mais c'est juste que tu n'étais pas dedans, quoi. C'est vrai. Ou à l'inverse, il y a cet aspect-là très occupationnel où on va pas prendre le temps de se poser sur les choses. Et il y a aussi le côté, quand on fait des choses qui nous intéressent, quand on fait des choses qui nous attirent beaucoup sur le plan intellectuel, sur le plan émotionnel, tu vois pas le temps passer. C'est comme quand tu es enfant et que tu joues, tu passes un après-midi chez des copains, le temps va passer très vite. Une fois que tu es en cours, là, le temps est plus lent, souvent. Et nous, on a aussi cette chance de faire des choses qui nous intéressent énormément et qui fait que potentiellement le temps passe plus vite pour nous. Et il faudrait vérifier, mais mon hypothèse, ce serait que si on regarde la perception du temps chez des personnes qui ont des travaux plus répétitifs, plus fastidieux, plus difficiles physiquement, des personnes qui vont travailler en usine ou des personnes qui
qui vont faire des métiers plutôt alimentaires et non pas par choix, malheureusement, très certainement que le temps pourrait leur paraître plus long parce que tu t'es pas tant accaparé positivement par ce que tu fais. Et quand tu t'ennuies, bah, le temps est lent. Là, ça me fait rappeler quelques études quand le temps qu'on perçoit maintenant à l'instant qu'on est en train de vivre, notre perception, elle est différente du temps quand par exemple, on essaie de se rappeler. Par exemple, par exemple, moi, maintenant, je suis dans une salle d'attente d'un dentiste que j'attends 1 heure. Le temps, ça me paraît une éternité. Mais, par exemple, si je m'en rappelle 5 ans plus tard, je ne vais même pas me rappeler comme... Pour moi, ça va être vraiment très rapide. Alors que si je passe le temps maintenant, présentement, sur quelque chose que j'aime bien, donc je m'amuse, le temps passe vite. Mais si j'essaie de me rappeler, pour moi, comme cette période du temps, elle va me paraître plus longue que ce qu'elles étaient parce que j'ai des souvenirs qu'ils étaient enregistrés parce que j'étais vraiment engagée à le faire, j'étais contente. Donc, plus ou moins, si on se rappelle de sa vie, le plus de choses qu'on a fait délibérément, qu'on aime bien et tout, donc ça va faire de sorte qu'on va percevoir notre vie plus longue par rapport à quelqu'un qui a passé du temps à faire des choses qu'il n'aime pas, etc. Donc, c'est pour ça qu'on se dit souvent il faut toujours choisir à faire des activités, à faire des choses parce que le temps, ça passe vite. Et quand tu regardes derrière, tu vas voir que, OK, finalement, je n'ai pas vécu grand-chose. Alors que si tu fais des aventures, des choses, ça va faire comme si tu vis plus longtemps dans ton cerveau. Effectivement, c'est très intéressant. Et moi, ça me fait penser à... Comment dire je cherche ma formulation. Le désavantage, quand tu fais un métier, et c'est doublement dommage et doublement inégal ou injuste, comme tu préfères, c'est que quand tu fais un métier que tu n'as pas choisi, quand tu fais un métier qui est plus alimentaire que par passion, dû à n'importe quelle limitation, parce que tu n'as pas pu faire les études que tu voulais, parce que, je sais pas, par nature, malheureusement, par hasard, tu es né dans un milieu défavorisé ou dans un pays défavorisé, ben, malheureusement, ça limite tes chances tout de suite. Quoi que peuvent en dire certains, les études vont dans ce sens-là. Si tu es né dans une famille défavorisée, même dans un pays développé, tu auras moins de chances à l'école, statistiquement. Si tu te retrouves dans un métier comme ça, tu vas être moins enclin à faire des activités à côté parce que soit financièrement tu pourras pas, soit parce que côté disponibilité mentale tu pourras pas, soit parce que t'as pas développé les bons réflexes pour ces choses-là, etc. Il y a énormément de contexte sociétal qui fait que on n'est pas forcément enclin à faire ce qu'on devrait, soit parce qu'on n'a pas appris, soit parce que nos limitations socio-économiques sont trop fortes. Alors il y a des personnes qui vont être en pleine mesure de prendre des initiatives, mais ce n'est pas non plus à la portée de tout le monde. Pour prendre des initiatives et avoir des idées dans ce sens-là, il faut avoir aussi la disposition, en tout cas le matériel psychologique ou éducatif ou tout ce que tu veux pour aller dans ce sens-là. Et voilà, je repensais à ces choses-là. Donc potentiellement, les personnes peuvent être doublement lésées au niveau de au niveau de la perception temporelle, où d'un côté, elles peuvent passer beaucoup de temps dans un travail qui n'est pas intéressant et en plus ne pas avoir la disponibilité ou les ressources pour faire des choses plus attrayantes en dehors du travail. Tu m'as pas parlé sur le Parkinson. Pas beaucoup parlé du Parkinson. Ouais. L'idée, c'était de travailler de la même manière sur le Parkinson que sur l'Alzheimer quand j'étais en doctorat, à savoir les symptômes neuropsychiatriques, les liens avec le cerveau et le déclin cognitif des personnes. Ça s'est un peu reviré de bord par la suite. Et là, en fait, la perspective, elle est complètement différente dans mon postdoc actuel. En gros, le laboratoire s'intéresse en grande partie à la douleur chronique dans la maladie de Parkinson parce que les personnes qui ont une maladie de Parkinson sont beaucoup plus enclines à avoir de la douleur chronique que les personnes qui n'ont pas la maladie de Parkinson.
Ça va dépendre des travaux, mais les études de prévalence vont jusqu'à 85% des personnes qui pourraient avoir de la douleur chronique. Euh, En grande partie, ce qu'on appelle des douleurs musculo-squelettiques, donc des douleurs dans le bas du dos, des douleurs à la nuque, des douleurs aux hanches, à différentes articulations, etc. Il n'y a pas que ça, mais ça c'est la majorité quand même des douleurs chroniques que les personnes peuvent avoir. Et en gros, on cherche à caractériser ces douleurs-là, on cherche à comprendre qu'est-ce qui va venir faire que dans la maladie de Parkinson, eh ben, il y a une telle prévalence de douleurs, en sachant que les douleurs ne sont pas toujours directement liées à la maladie et à ses symptômes, parce que la douleur chronique a été démontrée comme pouvant apparaître avant les symptômes moteurs et avant le diagnostic de la maladie de Parkinson. Euh, j'ai en tête une étude de 2017 qui montrait qu'il y avait entre 16 et 17% des personnes qui développaient de la douleur chronique avant leur diagnostic, ce qui n'est quand même pas rien. Euh, et en sachant aussi que les traitements qui vont être prescrits dans la maladie de Parkinson, ce qu'on appelle les traitements dopaminergiques, qui vont souvent améliorer la symptomatologie motrice, parfois améliorer une partie de la symptomatologie comportementale, notamment quand les personnes ont de l'apathie. Pour rappel, c'est un trouble de la motivation. Les personnes n'ont plus envie de faire les choses, elles ont plus de mal à initier des activités, des mouvements, etc. Ça peut être amélioré typiquement par les traitements dopaminergiques. Mais il se trouve que ces traitements-là vont rarement avoir des impacts sur les symptômes douloureux. Ce qui sous-entend que majoritairement, dans beaucoup de cas, la douleur chronique n'est pas directement liée au mécanisme principal de la maladie de Parkinson. Mais il n'empêche que ces patients-là vont beaucoup plus souvent avoir de la douleur chronique. Donc ça vient de quoi ? Et c'est ça la question qui est posée par le labo. Et on a une doctorante, Imola, qui s'intéresse justement à la perception de la douleur, soit générée par de la chaleur ou par du froid, chez les personnes qui ont une maladie de Parkinson, avec ou sans douleur chronique, en comparaison avec des personnes âgées sans maladie de Parkinson, avec ou sans douleur chronique. Et il semble que la caractérisation soit quand même assez difficile, dans le sens où on aurait pu se dire initialement, enfin, d'ailleurs il me semble que c'est ce qu'on s'était dit, que les personnes avaient mal plus facilement. C'est-à-dire qu'à stimulation douloureuse égale, la personne qui a de la douleur chronique aurait plus mal que celle qui n'a pas de douleur chronique. Ou alors qu'il faudrait une stimulation plus faible pour qu'une personne qui a de la douleur chronique estime ressentir de la douleur par rapport à une personne qui n'a pas de douleur chronique. Mais il semble que ce soit beaucoup plus compliqué que ça. Et là, on s'orienterait plutôt vers une hypothèse liée à l'anticipation de la douleur plus qu'à une différence de perception à proprement parler. Et l'idée, ce serait que, dû à des mécanismes d'anticipation ou des dysfonctionnements de mécanismes de régulation de la douleur, les personnes n'aient pas forcément plus mal, mais plus souvent. Et ça, c'est le travail de mon protocole que je fais actuellement. Pour l'instant, je le fais chez celui auquel tu as participé. Celui-là, je le fais chez les jeunes adultes en bonne santé, où on s'intéresse à ce qu'on appelle l'effet des attentes sur la perception de la douleur. Donc, dans un protocole d'IRM fonctionnel, où on va regarder les activations cérébrales qui vont être impliquées dans différentes conditions, à savoir, pour décrire un petit peu l'étude, dans l'IRM, on va présenter des indices sous forme de mots aux participants pour leur indiquer quelle va être la hauteur de la stimulation douloureuse qu'ils vont recevoir. À savoir, est-ce que ça fait faiblement mal, de manière modérée ou de manière élevée. Et dépendamment des conditions, on va leur transmettre une stimulation douloureuse qui correspond ou non à l'indice qu'on leur a donné. Et ce qui va nous intéresser particulièrement, c'est qu'est-ce qu'il se passe au niveau du cerveau quand on dit à une personne qu'elle va avoir très mal, mais qu'on lui fait modérément mal, par rapport à si
on lui dit qu'elle va avoir très mal et qu'effectivement elle a très mal, ou qu'on lui dit qu'elle va avoir modérément mal et qu'effectivement elle a modérément mal. Ça, c'est ce qu'on appelle un phénomène d'hyperalgésie, à savoir que l'indice, le fait de dire à la personne tu vas avoir très mal, va faire qu'elle va ressentir la stimulation un peu plus élevée que la réalité de ce qu'on va lui transmettre. Alors il y a beaucoup de participants qui nous ont dit j'ai compris le principe, j'ai pas été influencé. Ok. Il y a déjà des travaux qui ont travaillé là-dessus et qui montrent que même si les gens ont l'impression de ne pas être influencés, statistiquement parlant, si. Et c'est la même chose pour le processus inverse. Si on dit à la personne qu'elle va avoir faiblement mal, mais qu'on lui fait modérément mal, eh ben, sa perception sera un peu réduite par rapport à la stimulation réelle qu'on lui transmet. Et ça, c'est ce qu'on appelle le phénomène d'hypoalgésie, parce que la personne a moins mal que ce qu'on lui donne réellement. Et on s'attend à ce que l'un de ces mécanismes-là dysfonctionne dans la maladie de Parkinson. Alors j'ai toujours un doute sur lequel, mais il me semble que ce serait le processus d'hypoalgésie qui dysfonctionnerait. Sans certitude, parce que je ne me rappelle pas très bien, mais en tout cas, on s'attend à ce que l'un des deux dysfonctionne. Donc là, vous avez commencé déjà avec des participants Parkinson ou c'est Non. encore jeune adulte encore? C'est encore jeune adulte, et il est très... Pour la majorité du projet, c'est pas moi qui le fera sur les Parkinson. Parce que justement en discutant avec Uri, on est tombé d'accord sur le fait que pour le temps de post-doctorat qu'il me reste, j'ai pas le temps de terminer l'étude chez les jeunes et de recruter un nombre suffisant de Parkinson. Surtout que il faut à peu près 30 personnes, à minima il faudrait 30 personnes par groupe, donc 30 personnes qui ont une maladie de Parkinson sans douleur chronique, 30 personnes qui ont une maladie de Parkinson avec douleur chronique, et même chose pour les personnes qui n'ont pas de maladie de Parkinson. Wow. Donc ça fait 120 personnes, à savoir que l'étude se fait en 2 visites. Une première visite où on va calibrer les températures pour lesquelles la personne va avoir suffisamment mal mais pas trop, et qui vont nous permettre de distinguer qu'est-ce qui représente une douleur faible pour la personne, une douleur modérée ou une douleur élevée. Puis la séance à l'IRM où on fait le protocole dans l'IRM. Alors déjà, il faut trouver les personnes à recruter, il faut faire les passations avec les personnes, et ça a aussi un très gros coût financier parce que, de mémoire, la réservation d'une heure de l'IRM, c'est $500. Notre protocole est trop long pour 1 heure, on réserve 1h15 ou 1h30. Possiblement avec les personnes qui ont une maladie de Parkinson, ce sera plus 1h30 que 1h15. Donc 500 fois 1,5, ça fait 750 par personne. Plus la rémunération des personnes, ça fait $80. On est à $830 par personne, fois 120. Faut que le laboratoire ait les fonds pour ça, ce qui n'est pas le cas. Plus le peu de temps qu'on a. Oui. Moi, j'aurais tendance à proposer, une fois que l'étude est terminée chez les jeunes adultes, débuter des passations avec des personnes qui ont une maladie de Parkinson en anticipation du prochain postdoc ou du prochain doctorant qui pourrait prendre le relais sur ce protocole-là, parce que le protocole fonctionne, les paramètres de l'IRM sont fixés, voilà, a priori... Il faut juste trouver les personnes et les financements. Oui, exactement. Ouais. Une fois que les financements sont là, ce sera plus facile d'avoir les personnes, mais voilà, donc a priori, ce ne sera pas moi qui mènerai à bien ce projet-là, mais possiblement, je pourrais le débuter. Par contre, ce que je vais faire dans les mois qui viennent, c'est... je vais replacer un peu de contexte là-dessus. L'année dernière, on a terminé une étude de stimulation cérébrale par ultrason pour essayer de moduler la perception de la douleur chez des jeunes personnes, chez des jeunes adultes en bonne santé. C'est un doctorant de Uri qui fait son doctorat à l'université de Calgary, qui était venu à Montréal pour mettre en place le protocole, mettre en place le matériel, parce que c'est un matériel que personne dans l'équipe ne maîtrisait. Parce que l'idée, en fait, c'est qu'avec avec un dispositif, avec un émetteur, on envoie des ultrasons focalisés, le faisceau d'ultrasons focalisé va permettre de stimuler, ou en tout cas
de moduler l'activité d'une région cérébrale qu'on va viser. De façon non invasive. De façon non invasive, effectivement. Il y a pas de, c'est pas effectivement, c'est pas invasif du tout. Autant les ultrasons de haute intensité ont pu être utilisés pour générer des micro-lésions cérébrales. Et nous, ce qu'on fait, c'est ce qu'on appelle de l'ultrason focalisé de faible intensité, qui fait que effectivement, il n'y a pas de lésion, il n'y a pas d'effet secondaire, Pas en de tout cas, risque, pas non. de- À la limite, si effet secondaire il pouvait y avoir, c'est de l'ordre de quelques minutes, potentiellement quelques heures et encore. Et ça n'a même pas les effets, négatifs de la stimulation magnétique. Ah Parce oui? que moi, en tout cas, parce que, comment dire, je sais que la stimulation magnétique est évitée chez les personnes qui sont à risque de céphalée ou de migraine parce que potentiellement ça peut déclencher des douleurs. Les ultrasons, non. Et quelque chose que moi j'ai beaucoup avec la stimulation magnétique, c'est que quand on stimule l'aire motrice primaire qui est à peu près à ce niveau-là, moi en fait j'ai le muscle de contraction de la mâchoire qui Ouais. passe tout ici. Du coup, quand je me fais stimuler ici, ça me fait claquer des dents. Ouais. Je crois pas que ce soit la majorité des personnes qui soient dans ce cas-là, mais la stimulation magnétique, je la sens et ça c'est quelque chose qui est désagréable, chose qu'on n'a pas du tout avec les ultrasons parce que, comment dire, le seul aspect désagréable des ultrasons, c'est que comme la machine produit un peu de bruit, on met des écouteurs dans les oreilles avec les personnes avec le même bruit que ce que fait la machine. Comme ça, elles ne peuvent pas distinguer si on fait une vraie stimulation ou une fausse stimulation. D'ailleurs, c'était drôle parce que on a eu des participants qui, après une session d'ultrason, nous disaient je suis sûr d'avoir eu la vraie stimulation. Et quand on vérifiait, en fait, non. Et donc, en fait, on a eu les deux cas de figure. Hein. On a eu des participants qui étaient certains d'avoir eu une vraie stimulation alors que ce n'était pas le cas, et des participants qui étaient certains d'avoir eu une fausse stimulation alors que c'était une vraie. Mais est-ce que ces anticipations, donc bien évidemment, ils n'influencent pas vraiment ce que vous mesurez? Si la personne elle est plus en attente que ça soit vrai ou bien en attente que ça soit pas vrai, est-ce que ça pourrait avoir une influence sur le résultat que vous mesurez, comme le output, qu'on peut dire? Oui, ça pourrait, parce que si la personne... Oui et non, parce que si la personne elle est persuadée d'avoir une vraie stimulation, elle pourrait répondre davantage dans ce qu'elle estime, dans ce qu'elle pourrait estimer comme étant l'effet de la stimulation qu'on cherche. Le problème, c'est que nous-mêmes, on ne savait pas dans quel sens allait aller l'effet de la stimulation. On ne savait pas si ça allait réduire le seuil de douleur, à savoir qu'avec une plus faible température, les personnes auraient plus facilement mal, ou est-ce que ça allait augmenter les seuils, à savoir qu'il faudrait une plus forte température pour que la personne ait mal. Donc même si la personne avait voulu anticiper ça, nous-mêmes ne sachant pas dans quel sens ça allait aller, mais comme de toute façon, bon, la majorité des personnes ne savaient pas si elles avaient eu une stimulation ou pas. Les personnes qui pensaient savoir étaient minoritaires, et les personnes qui étaient certaines de ce qu'elles avaient reçu, tout en étant dans le vrai, étaient vraiment très minoritaires. Mais comme de toute façon, c'est pas parce que les personnes étaient certaines d'avoir eu une vraie stimulation tout en ayant eu la vraie qu'elles allaient aussi être dans le vrai quand elles n'avaient pas eu la vraie stimulation, ou en tout cas l'autre type de stimulation, parce que sur les 3 visites qu'on faisait, il y avait 2 séances de stimulation sur 2 régions cérébrales, et une séance de fausse stimulation. Donc en fait le côté un peu aléatoire et incertain de la chose laisse penser que ça ne devrait pas avoir des effets si significatifs que ça sur les données. Et l'idée, en fait, est de reproduire ce type d'études-là, non pas sur la perception à proprement parler de la douleur, mais plutôt sur l'effet des attentes. Et l'idée, ce serait de stimuler des régions impliquées dans la perception émotionnelle, ou en tout cas des régions qui sont connues pour être associées au processus d'anticipation de la douleur, pour voir si on peut venir moduler l'effet des attentes, ce que je disais tout à l'heure, l'hypoalgésie, l'hyperalgésie chez les personnes en santé.
Oui, parce que, par exemple, l'avantage de cette technique, je pense que ça peut aller plus ou moins plus profond que Oui. la stimulation magnétique. Ouais. Donc, c'est un avantage. Ouais, ça, c'est peut-être un des principaux avantages où effectivement, là où la stimulation magnétique module l'activité de la surface du cerveau, nous, on peut vraiment aller très en profondeur, on peut aller plusieurs centimètres à l'intérieur du cerveau, notamment dans la première étude où on stimulait, puis la stimulation peut être très précise, on stimulait ce qu'on appelle le thalamus, mince, j'ai plus l'ordre, VPL, ventro-postéro-latéral. Et ça, sur un plan anatomique, c'est une structure. Je sais même pas si ça dépasse le centimètre de diamètre. Et c'est au centre du cerveau, donc ouais, je sais pas, 7-8 cm de profondeur dans le cerveau. Et ouais, ça, c'est un très gros avantage de cette technique-là, c'est on peut aller cibler des choses. Là, tu essaies de me convaincre de switcher de la stimulation magnétique pour aller vers ça. Exactement, comme ça, tu pourras faire des collaborations avec Ouri parce qu'on a le matériel. Nice. Je vais considérer l'option. Est-ce que tu aurais des choses que tu aimerais bien partager? Une chose que j'aimerais bien partager, c'est que souvent quand on est étudiant, et pas que d'ailleurs, hein, même après, on peut être souvent enclin à se dire que les autres ont fait plein de choses parce qu'ils sont meilleurs, ou parce qu'ils ont eu de la chance, ce qui est très possible aussi, hein. On a énormément de situations, en partie de chance. Je pense notamment dans les sélections universitaires, dans les demandes de financement. C'est que des fois, quand on te refuse quelque chose, les raisons sont parfois floues. Et même chose, quand tu obtiens quelque chose, ben, des fois, tu sais pas trop pourquoi, puis tu dis, bon, bah, je prends quand même, hein, maintenant que c'est là, je vais pas refuser. Et on peut avoir tendance à se dire que les choses extraordinaires ou les très bonnes choses auxquelles on pourrait aspirer, c'est davantage pour les autres. Il y a énormément, je me remets dans un contexte d'étudiants au bac ou d'étudiants de fin du secondaire où je me dis faire des études à l'étranger, c'est juste pas possible, je suis pas assez bon, etc. Mais il y a une chose à laquelle il faut aussi penser, c'est que tout commence par une demande, une candidature. Alors, ça garantit pas toujours, mais il faut quand même, ça peut valoir la peine de s'accrocher ou au moins d'essayer. Et pour donner un exemple derrière tout ça, tout, en tout cas dans mon cas, tout n'est pas arrivé tout seul tout de suite. Quand j'ai fini mon bac, j'ai fait, je sais pas, peut-être une centaine de candidatures pour trouver un stage de première année de maîtrise. Quand j'étais en première année de maîtrise, j'ai candidaté dans 10 universités pour rentrer en deuxième année de maîtrise, parce qu'il y avait une sélection entre les 2 années. Sur les 10 candidatures que j'ai faites, j'ai eu 3 entretiens. Sur les 3 entretiens, j'ai été accepté dans une université. Là, pour le coup, j'ai vraiment eu de la chance. Ouais. Surtout que c'était le dernier entretien qu'on avait, c'était soit j'étais pris là, soit je savais pas ce que je faisais. Deuxième année de maîtrise, même chose, une centaine de candidatures pour trouver mes stages de validation pour mon titre de psy. Une fois le titre de psy en poche, à peu près entre 80 et 100 candidatures pour trouver mon premier emploi de neuropsy. Sur la centaine de candidatures, j'ai eu 5 entretiens, j'en ai obtenu 1. Non, 2. Il y en a un que j'ai refusé parce que c'était un 30% de temps de travail, j'avais pas de quoi vivre avec ça, puis le poste n'était pas évolutif, donc ça allait rester 30%, du coup je l'avais refusé. Même chose pour l'entrée au doctorat, j'ai fait réparti sur 3 ans parce que j'ai candidaté sur 3 années consécutives dans des programmes doctoraux. J'ai cumulé 25 candidatures en doctorat avant d'être admis à l'Université de Montréal. Les demandes de bourse, si je cumule toutes les demandes que j'ai faites, je pense que j'ai eu 75% de refus. Donc, faut s'accrocher. C'est pas juste pour les autres, mais le système, malheureusement, fait que il faut parfois être têtu. Et voilà, faut pas perdre espoir, même si c'est très démoralisant, parce que à se faire refuser à répétition comme ça, on peut être enclin à se dire que notre dossier est trop mauvais. C'est pas que le dossier est trop mauvais, parce que d'une part, ça va dépendre qui candidate en même temps que nous. Je donnerai pas de nom, mais j'ai en tête 2 camarades
qui ont obtenu leur financement doctoral du premier coup, relativement au début de leur doctorat. Comment ils ont fait pour l'avoir, je ne sais pas. Parce que possiblement leur projet était très bien ficelé, très bien rédigé. Mais en dehors de la rédaction du projet, le dossier en lui-même était c'était pas mauvais, mais plutôt banal. Et il y a d'autres fois, j'ai d'autres camarades qui avaient des dossiers juste que j'estimais extraordinaires, en tout cas par rapport aux miens, et qui étaient même pas très bien classés. Donc, dépendamment du jury qu'on va avoir, dépendamment du groupe dans lequel on va se retrouver et avec lesquels on va être évalué, dépendamment du type de bourse que l'on demande, parce qu'à l'intérieur des IRSC, il y a différents sous-types de financement. Rien que ça peut venir jouer. Et ce qui est très dommage, parce que y a beaucoup de candidats qui vont rester sur le carreau et qui potentiellement vont se retrouver avec rien. Et pour qui, du jour au lendemain, on va leur dire comme tu n'as pas de financement, ton travail s'arrête. C'est ce qui s'est passé pendant mon premier postdoc. C'est mauvais concours de circonstances. On te donne rien, tu travailles plus, quoi. Donc faut être têtu, avec ça. Prendre l'habitude d'essayer, tout en sachant que c'est la base de l'obtention. Hein. Si tu n'essayes pas, ça c'est sûr que tu n'auras pas. Le résultat, il est connu, c'est 0. Et voilà, Ouais. Exactement. Et moi, j'invite les personnes à avoir un esprit très critique sur la manière dont c'est fait. Pas seulement pour les étudiants, mais même pour les profs et les chercheurs. Hein. Quand tu te retrouves à avoir 30 ans de carrière derrière toi et puis que tu galères encore à quémander, à avoir besoin de quémander de l'argent pour faire ton travail correctement, non, juste le système tel qu'il est vendu ici est très nocif, très stressant. Et à quel moment, en étant expert d'un domaine, on a à ce point ce besoin de justifier le besoin d'argent pour faire notre travail. Alors, j'entends que derrière, il y a des allocations qui sont limitées parce qu'elles sont décidées comme étant limitées. C'est pas choisi au hasard. Hein. Le manque d'argent dans la recherche, c'est pas une question de manque d'argent parce qu'il y a d'autres domaines qui ne manquent pas d'argent. Donc, c'est que l'argent, il n'est pas mis ici, c'est tout. Et j'invite les personnes à avoir un regard très critique là-dessus et à sérieusement penser à des solutions de rechange, pas seulement pour la recherche, hein, mais pour le fonctionnement global, sociétal, parce que tous les champs de la société présentent les mêmes problèmes, un soi-disant manque d'argent dont on va apprendre peu de temps plus tard que l'argent était juste ailleurs. Donc voilà, réfléchissez beaucoup à ça et puis... Exactement, c'est vraiment, il faut être persévérant, pas laisser les bras. Si on veut vraiment ce qu'on veut, il faut aller jusqu'au bout et continuer à essayer. Vraiment, c'est très riche, c'est très intéressant. Ça fait vraiment plaisir de t'avoir. Très plaisir aussi, j'ai trouvé ça très cool. Merci. J'avais même des questions que là, comme je t'avais dit, qui me remontaient à fur et à mesure que tu me parles des choses. Donc, merci de m'avoir répondu à des questions. Ça fait très plaisir. Moi, ça me va. S'il y a des questions, toujours preneur. Merci. Et j'espère peut-être la prochaine fois que je t'inviterai, tu seras déjà prof. Yes. Il y a encore du boulot, mais j'espère. Merci beaucoup et merci à tous ceux qui nous suivent aussi. Ouais, donc, merci à tout le monde pour leur intérêt et puis merci à toi pour cette série-là qui j'espère attire beaucoup d'intéressés de la recherche et du monde académique. Merci beaucoup, ça me fait plaisir. Moi, je le fais par amour, donc j'espère que ça intéresserait des gens. Ça se ressent.